Parfait. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Cécile Partera. Je suis agronome et conseillère en agro-environnement au groupe Pro Conseil. Donc, c'est un club conseil qui est situé en Montérégie. Puis, pour le webinaire d'aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Camille Dumont, également agronome et conseillère en agro-environnement. Donc, Camille va être la personne en charge d'accueillir les personnes en salle d'attente puis de répondre à vos petites questions techniques au cours du webinaire si vous en avez. Donc, merci Camille pour ton aide. Alors, euh, on pourrait aller à la première diapo, s'il te plaît. Voilà, alors le webinaire aujourd'hui, en fait, c'est une activité qui fait suite à un projet provincial qui a duré 2 ans, qui s'est terminé en 2025. C'était un projet qui avait pour but d'offrir des activités de formation pour des conseillers en agroforesterie au Québec. Un projet qui avait été financé dans le cadre de l'appui à la lutte contre les changements climatiques dans le secteur bioalimentaire, qui est un programme du gouvernement qui découle du plan pour une économie verte 2030. Dans le cadre de ce projet-là, une des activités qu'on a fait, c'est de produire 5 cahiers de référence sur l'agroforesterie. Euh, Ces 5 cahiers étant dédiés à 5 productions agricoles. Donc, il y en a eu un pour les productions bovines, là, combinant le lait puis la viande de boucherie, un pour les grandes cultures, un pour la volaille, un pour la production maraîchère. Et aujourd'hui, on est réunis ici pour parler de l'agroforesterie pour l'élevage porcin. Mais si jamais vous avez de l'intérêt pour les autres, sachez que toutes ces publications-là sont disponibles sur AgriRéseau ainsi que sur le site web du groupe Pro Conseil. Et dans le fond, on va avoir un webinaire dédié pour chacune de ces thématiques. Donc, on pourra se revoir à d'autres occasions dans les prochaines semaines si vous avez de l'intérêt. Donc, aujourd'hui, on parle de l'agroforesterie et de la production porcine. On peut aller à la diapo suivante. Alors, au niveau du déroulement du webinaire aujourd'hui, on va commencer dans le fond, je vais commencer par prendre un petit 20 minutes pour vous faire une petite vision d'ensemble de tous les bénéfices potentiels dont on peut parler quand on parle de la pratique agroforestière et d'élevage porcin au Québec. Puis après ça, le gros du webinaire va être, la parole va être donnée à 4 intervenants qui ont collaboré à travers un projet interprofessionnel, donc qui vont nous donner comme différentes facettes d'un même projet. Donc on va avoir André Vézina, expert en agroforesterie qu'on ne présente plus vraiment au Québec, là, qui est donc affilié à Bioptère. On aura Michel Mercier de Michel Mercier Consultant, donc qui est consultant en production porcine à son compte. Simon Vaillancourt, médecin vétérinaire chez Demeter Services Vétérinaires. Et puis Marie-Christine Gauvreau, qui est agronome et conseillère en agro-environnement au club Fertior. Donc, tous ensemble, ils vont vous présenter différentes facettes de l'expérience de bioconfinement qui a été mise en place sur des sites d'élevage par le groupe de contrôle local d'éradication du symptôme reproducteur et respiratoire porcin, qu'on appelle plus communément CLE SSRP, par le CLE de Beau Rivage. Au niveau des petites informations pratiques, dans le fond, étant donné que le webinaire dure seulement 2 heures, puis qu'on a juste une conférence principale, on vous inviterait à garder vos questions pour la fin. Dans le fond, vous pouvez quand même indiquer vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Les questions qu'on prendra au fil de la présentation, ça va vraiment être les questions plus de compréhension ou de je vois pas bien ou je comprends pas ou tes chiffres matchent pas ou quelque chose comme ça. Sinon, pour tout ce qui est des questions comme plus de commentaires ou d'approfondissement, on vous demanderait de les garder pour la fin. On peut aller à la diapo suivante. Donc, vous pouvez quand même les mettre dans le chat au fur et à mesure. Ça nous permettra de les adresser dans l'ordre à la fin. Donc, la petite bulle là, pour le chat, elle se trouve en bas là, dans votre barre avec les petites icônes. Comme vous le savez, la présentation est enregistrée. Le lien vous sera envoyé automatiquement dans le fond du moment que vous étiez inscrit sur le point de vente. Vous allez recevoir
le lien par la suite par courriel. Et donc, vous pourrez visionner l'enregistrement sur le site YouTube de ProConseil. On n'a pas prévu de faire de pause, étant donné que c'est juste 2 heures. Et puis, dernier point, on peut aller à la diapo suivante. Donc, dernier point, et non des moindres, je tiens à remercier notre bailleur de fonds, le MAPAC, pour l'appui financier à cette activité aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vais commencer avec un petit aperçu de l'ensemble des bénéfices de l'agroforesterie pour la production porcine. Alors, allons-y pour une petite introduction. Alors, dans le fond, comme je vous disais, là, ce petit webinaire-là, il vient un petit peu comme mettre la lumière sur des documents de référence que vous allez pouvoir retrouver sur AgriRéseau, en fait, qui sont déjà en ligne. L'historique un petit peu derrière cette idée d'aller faire des documents de référence production par production agricole, c'était de chercher à faire valoir vraiment les intérêts plus agronomiques, économiques, voire sociaux des arbres sur la ferme, au-delà ou en parallèle des bénéfices environnementaux généraux. C'est sûr que n'importe quand, du moment qu'on met un arbre en milieu agricole, on accueille des oiseaux, on met de la biodiversité, on stocke du carbone, on améliore la qualité de l'eau. C'est des bénéfices comme vraiment importants puis significatifs. Là, l'idée, c'était vraiment, dans le fond, vous allez voir dans ces documents-là, on les aborde pas du tout. C'est tous des bénéfices, je pense qu'ils sont déjà très bien documentés dans d'autres références. Donc là, l'idée, c'était vraiment plus de voir en termes de volume de production, de qualité de production, de durabilité de production, en termes vraiment agronomiques, les intérêts qu'on pouvait avoir dans différentes pratiques agroforestières selon son secteur de production. Donc, l'idée, c'est de donner une synthèse d'informations sur ce sujet-là. Et puis, c'est plus ou moins de la promotion. Oui, c'est de la promotion, là, c'est sûr qu'on vise d'avoir plus d'arbres, puis une mosaïque plus diversifiée sur notre territoire. Mais vous allez voir, c'est vraiment très honnête dans le sens que ça vient vraiment documenter les avantages, mais aussi les défis de différentes pratiques agroforestières, parce que autant des fois, il y a des bénéfices agronomiques qui sont sous-estimés, autant des fois, on a des rêves un petit peu irréalistes, puis on s'imagine qu'on va pouvoir tout faire avec le même aménagement, puis après ça, on peut avoir des petites déceptions. Puis c'est souvent, là, les inconvénients sont pas majeurs, c'est le fait qu'on s'y attendait pas qui est désagréable. Fait que l'idée, c'est d'avoir une référence bien documentée qui permette de s'embarquer un petit peu plus en connaissance de cause. Donc, dans le fond, ce que vous allez retrouver dans les différents cahiers, ça va être vraiment une synthèse des principaux bénéfices que l'agroforesterie peut offrir pour chaque production. Les principes d'aménagement et de gestion qui vont permettre de favoriser ces bénéfices-là. Également, les limites et incertitudes quand finalement ces bénéfices ont plus ou moins de chances de se concrétiser. Les précautions à prendre pour minimiser les inconvénients qu'on pourrait vivre au bout de quelques années. Et puis, vous allez avoir toutes les références qui ont été utilisées. Donc, comment ça s'est réalisé, en fait, ces documents-là, c'est un exercice qui a été fait l'hiver dernier. C'est parti vraiment d'une grosse revue littérature sur les bénéfices de l'agroforesterie possibles pour les différentes productions. La revue de littérature, en fait, on a ciblé d'abord des références québécoises en priorité. Quand il en manquait, on est allé vers des références d'Amérique du Nord. Puis quand il en manquait, je dis pays tempéré, mais finalement, quand il en manquait, je suis allée collaborer avec l'Association française d'agroforesterie pour avoir un petit peu de jus scientifique à ce niveau-là. Donc ça a comme donné une bonne base scientifique. Après, on sait que c'est pas parce que c'est démontré puis constaté en parcelle de recherche ou appuyé par la théorie que forcément sur le terrain, c'est ça qu'on va vivre là, des fois entre la théorie puis la pratique, il y a une petite différence. Donc ensuite, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu un sondage qui a été envoyé dans le fond à tous les intervenants en agroforesterie à travers la province en leur demandant, c'est toi, quelle fonction, quel type d'aménagement tu as déjà vu? Puis parmi les 28 personnes qui ont répondu, il y en a 13, tu sais, qu'on avait quand même vu vraiment beaucoup, qui avaient beaucoup d'expérience. Fait que là, ces 13-là, ils ont été rencontrés individuellement pour aller chercher comme leur expérience pratique puis nuancer un petit peu les données scientifiques. Ensuite de ça, il y a eu comme plusieurs versions sur lesquelles 16 relecteurs ont été amenés à se prononcer. Et puis, finalement, un nombre restreint de relecteurs pour chaque document. Donc, on peut vraiment considérer que c'est des documents de référence
c'est quand même solide. Alors, les bénéfices pour la production porcine de l'agroforesterie au Québec, ben, finalement, voici ceux que j'étais en mesure de documenter puis d'appuyer. Euh, on parle de réduction de l'enneigement aux abords des bâtiments, on parle d'atténuation des odeurs et des poussières, on parle de limitation de la propagation de virus respiratoires, d'amélioration du bien-être animal aussi bien à la porcherie qu'au pâturage. On mentionne l'élevage en sous-bois et on parle évidemment beaucoup d'adaptation au changement climatique. Donc là, j'imagine qu'il y a beaucoup d'oreilles qui ont fait comme l'élevage en sous-bois. Donc, je vais le traiter tout de suite en 1 minute, comme ça après j'en parlerai plus. C'est une pratique marginale. C'est pas forcément une promotion qui est faite, mais c'est sûr que le milieu boisé pour des cochons, c'est quand même un milieu naturel pour s'abriter puis s'alimenter. Puis souvent, quand on parle d'agroforesterie puis d'élevage, spontanément, c'est ça qu'on a en tête, des animaux sous des arbres ou dans le bois. T'sais. Fait que je trouvais quand même important de le mentionner que oui, ça se peut, puis oui, ça a des intérêts agronomiques puis bien-être animal. Puis je trouvais important, même si c'est hyper marginal au Québec, de quand même le mentionner, ne serait-ce que pour mentionner toutes les contraintes réglementaires qu'il y a autour de ça. C'est vraiment très balisé. Puis aussi mentionner qu'on a quand même aujourd'hui un manque important de données techniques pour être capable de dire on a une régie qui permet à la fois de favoriser la production porcine et de préserver la santé des peuplements boisés. Là. Fait que finalement, c'est plus une grosse mise en garde, mais tu sais, quand même, ça existe. Puis probablement que ce manque de données, il va pas perdurer pour toujours, puis qu'un jour, on aura un autre webinaire où on sera capable d'en parler plus. Donc voilà, j'en parle pas plus pour aujourd'hui. Donc, premier bénéfice, évidemment, je surprends personne en parlant de la réduction de l'enneigement aux abords des bâtiments. Donc, c'est les fameux systèmes de haies de 1 à 3 rangées là qu'on peut voir autour d'un certain nombre de porcheries au Québec. Dans le fond, le principe, c'est d'avoir un écran assez dense pour dire qu'il y a vraiment une zone de calme en aval où la neige va se déposer. Et finalement, en se déposant là, ben, elle se dépose pas ailleurs. Fait que ça permet des coûts réduits de déneigement, un accès plus facile au bâtiment, moins de déneigement des toits, etc. Tous les bénéfices qui vont avec ça. Puis dans le fond, les types d'aménagements qui vont avec ça, c'est des écrans de quand même moyennement denses, de 1 à 3 rangées. Il peut y avoir des arbres et ou des arbustes. Il peut même y avoir que des arbustes. Dans le fond, l'intérêt de combiner les deux, c'est que quand on met des arbustes, on vient combler des espaces entre des arbres tout en gardant une porosité adéquate, fait que ça permet d'avoir moins d'arbres. Si jamais on veut s'épargner un petit peu d'entretien dans le temps, si on a moins de feuillus, on aura moins de feuillus à tailler. La petite anecdote intéressante, moi, quand j'ai fait la grosse revue de littérature, je tombais sur beaucoup de références canadiennes, comme plus dans d'autres provinces, où on parlait qu'un 3 rangées, c'était un minimum, puis qu'il faudrait, comme des fois, en faire 9. Là, j'ai parlé de ça à André Vézina qui est ici, là, qui pourra me reprendre si j'ai mal compris, mais ce que j'ai compris, c'est que c'était plus dans des contextes où l'eau était un facteur limitant, que dans le fond, avoir 9 rangées, ça permettait d'aller capter la neige dans la haie, fait que c'était comme une manière d'irriguer la haie avec la neige captée. Au Québec, c'est comme pas vraiment un facteur limitant qu'on vit, fait que finalement, ces 3 rangées, c'est en masse, même qu'une, ça peut faire le travail. Là. Donc, au niveau du choix des arbres, ben, les conifères, c'est un must. Les conifères qui gardent leurs feuilles, là, tout sauf le mélèze, c'est un must parce qu'évidemment, ils protègent toute l'année. Puis, il y a certains feuillus qui ont des feuilles qui vont permettre une meilleure rétention des poussières. Mais là, je veux vraiment pas en parler plus parce que c'est Marie-Christine et André qui vont vous dire tout ça tantôt. Au niveau des précautions à prendre, ben, il y a une histoire de distance, là, parce qu'étant donné que le but, c'est d'accumuler la neige juste en aval de la haie, c'est sûr que si on la met proche des bâtiments, ben là, on l'accumule dessus, on passe à côté de la fonction, là, fait que c'est un petit peu tout le temps ça à garder en tête. Puis, vraiment hyper important dans la gestion qu'on en fait, s'il y a une mortalité, de les remplacer, parce que là, on a un écran quand même assez dense. S'il y a un trou au milieu, ça fait entonnoir pour le vent, là, on a carrément l'effet inverse de ce qu'on visait. T'sais. Fait que l'entretien est vraiment important pour ces aménagements-là. Au niveau de l'atténuation des odeurs et des poussières, ainsi que de la limitation de propagation des virus, je passe hyper vite parce que c'est tout le sujet de la conférence qui s'en vient, mais c'est les mêmes types d'aménagements en fin de compte qui font ça. Fait que c'est un peu une manière, je sais pas réellement un punch là, mais tu sais, les aménagements sont quand même multifonctionnels puis on peut avoir quand même plusieurs bénéfices avec le même type d'aménagement. La petite distinction peut-être, c'est que tu sais, si on veut juste capter la neige, une rangée d'arbustes, ça peut faire le travail.
Alors que si on veut réduire des odeurs, limiter la propagation de virus, ben, plus qu'on a de végétaux, plus qu'ils sont hauts, plus qu'ils sont nombreux, plus qu'on va pouvoir capter des molécules volatiles. Parce que, tu sais, les odeurs qui viennent des sites porcins, dans un rapport du BAC, là, ils nous apprennent que c'est un mélange de plus de 160 molécules organiques ou minérales volatiles qui sont responsables de ces odeurs-là. Fait que c'est plus qu'on a de végétaux pour les capter, plus que c'est efficace. Puis aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, là, qui est peut-être une petite nuance qu'on a moins en tête, on pense souvent mettre des écrans autour des fosses, mais finalement, il y a des auteurs qui ont montré que 80% des émissions de particules, ça venait vraiment de la porcherie, tu sais, du bâtiment d'élevage. Donc, c'est quand même intéressant d'encadrer tout le site de production et pas focuser juste sur la fosse. Au niveau du bien-être animal à la porcherie, vous allez dire, ils sont dans un bâtiment, c'est pas vraiment concerné. Ben, ça pourrait, c'est dans le sens que, au fond, les porcs, ils ont vraiment des mécanismes de thermorégulation très limités. Fait que là, je veux vraiment pas expliquer comment ça fonctionne. Ce que j'ai vu dans la littérature plus spécialisée là-dessus, c'est qu'au fond, la seule chose qu'ils pouvaient faire s'ils avaient chaud, c'était comme moins manger, moins se déplacer, tu sais, ralentir finalement. Puis qu'ils évacuaient la chaleur par conduction, rayonnement thermal, convection, puis évaporation. Tu sais, ils font pas ni le poule, ils transpirent pas, ils allaitent pas, ils ont vraiment comme pas beaucoup de moyens. Peut-être notre vétérinaire, là, Simon, va en parler tout à l'heure. Mais c'est ça, ils sont un peu dépourvus. Fait que c'est sûr qu'avec les canicules qui s'en viennent plus fréquentes, etc., ben là, tous les moyens vont être bons d'essayer de les rafraîchir durant l'été. C'est clair que c'est pas les arbres qui vont faire ça tout seuls, puis que ça va être comme marginal comme contribution. Là, on garde vraiment en tête qu'il y a une question, tu sais, de régie du troupeau, d'alimentation, de ventilation, de brumisation, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, si le bâtiment est à l'ombre, ben, on a quelques degrés de moins. C'est toujours ça de gagner, là. Fait que à ce moment-là, ben, c'est du moment qu'on travaille sur ce confort-là à réduire le stress thermique, ben, on va réduire toutes les baisses de productivité qu'on peut avoir, qui peuvent être associées, tous les problèmes de reproduction qui peuvent être associés, comme la baisse de fertilité ou de production de lait chez les truies, également les mortalités qui peuvent arriver pendant les périodes de canicule. Puis c'est sûr, ça s'en vient en combinaison avec tout un ensemble de pratiques. À ce moment-là, pour le coup, là, c'est pas nos écrans contre la neige qui vont faire cet effet-là, parce que là, l'idée, c'est que le bâtiment soit à l'ombre. Fait que là, pour qu'il soit à l'ombre, faut que les arbres soient drôlement proches. Mais là, je vous ai dit tantôt qu'il fallait pas qu'ils soient trop proches, parce que sinon, on accumulait la neige sur le toit. Fait que là, tu sais, l'astuce, c'est de dire, ben là, on met quelques arbres qui ont vraiment une grande cime, mais là, on va les mettre vraiment plus proches du bâtiment, mais très espacés. C'est pour pas gêner la ventilation, etc. Après ça, au niveau du bien-être au pâturage, ben là, c'est un petit peu plus évident là, comment ils vont pouvoir bénéficier de l'ombrage des arbres. Donc, le principe est toujours le même. Hein. C'est évidemment toujours en combinaison avec tout un choix de génétique, de régie d'alimentation, etc. Les bénéfices qu'on peut avoir au-delà du bien-être animal, c'est que si on a une alimentation qui est en partie basée sur le pâturage, ben là, on peut même se dire qu'on vient la diversifier. C'est si on met des arbres fruitiers ou à noix, ben là, tout ce qui est glands, faines de hêtre, fruits, etc., ça peut venir diversifier un petit peu l'alimentation des porcs. Fait que, tu sais, ça peut être un petit plus. En Europe, c'est vraiment quelque chose qui est plus documenté. Au Québec, moi, je connais pas d'exemple, mais ce serait pas impossible. Fait que, peut-être qu'il y a des initiatives dans la salle que vous voudrez nous mentionner tout à l'heure. En tout cas, j'ai quand même trouvé intéressant. Je suis tombée sur un projet européen qui venait tester comme plusieurs méthodes pour augmenter l'autonomie alimentaire des monogastriques. Puis les porcs au pâturage, c'était pas farfelu, tu sais, dans leurs expériences. Là, ils montraient quand même que les fourrages, surtout là, ceux que je liste sur la diapo, ça pouvait quand même être des bonnes sources de minéraux et de vitamines. Là, si notre monsieur vétérinaire veut tout défaire ce que je suis en train de dire tantôt, il pourra. Là. Moi, je rapporte que les résultats de parcelles d'expériences scientifiques qui ont été faites en Europe. Puis, tu sais, notamment, ce que je trouve intéressant là au niveau des pâturages tournants, il y avait des économies significatives sur le coût des aliments qui avaient pu être faits en allant couvrir une bonne partie des besoins en ligne digestible chez les truies gestantes, c'est qu'on quand même des gros besoins physiologiques. Là. Fait que, tu sais, ça montrait que c'était comme pas farfelu de penser à ça. Après, c'est sûr que là, je surprends personne en disant qu'un animal qui se déplace plus dépense plus d'énergie. Puis, c'est sûr que
on n'est pas sur la même durée d'élevage là, avec des animaux au pâturage. Sans compter que c'est plus complexe, plus prenant, plus difficile aussi de gérer la biosécurité, là, parce que c'est un petit peu le thème qu'on parle aujourd'hui, là, fait que, tu sais, il y a comme tout un enjeu autour de ça. Cela dit, c'est je le mentionne quand même parce que je sais qu'il existe des petites fermes diversifiées au Québec qui le font avec des petits cheptels. Puis, dans un contexte qu'on a de la vente directe, qui permet d'aller mettre en valeur auprès de son acheteur la notion de bien-être animal, puis d'éventuels impacts sur la qualité de la viande, ben, ça peut quand même être un petit atelier de diversification intéressant. Donc, on peut passer à la suivante. Donc, à ce moment-là, ben, l'idée est toujours la même de mettre nos animaux à l'ombre. Fait que c'est l'idéal, c'est d'avoir les arbres au sein de la parcelle. Donc, à ce moment-là, tu sais, on les espace vraiment beaucoup là, pour faciliter quand même de circuler au sein des parcelles avec des équipements mécanisés, puis avoir un ensoleillement homogène. Et puis, comme je disais, ben, avec des arbres fruitiers ou à noix, on vient chercher un petit intérêt supplémentaire. Au niveau des précautions à prendre, au-delà de toutes les nombreuses précautions à prendre quand on a des porcs au pâturage en termes de clôture, de race, éventuellement de pâturage tournant, etc., c'est sûr qu'il y a toujours ce même enjeu-là qu'on a quand on mélange un élevage à l'extérieur avec des arbres, de vraiment protéger les arbres dans un premier temps, c'est avec des clôtures quand même costauds là, pour les porcs. On peut aller à la suivante. Donc, dernier avantage, et en fait, c'est peut-être lui qui résume un petit peu tous les précédents, puis qui est peut-être comme le plus interpellant, je pense, aujourd'hui là pour le secteur porcin, c'est l'adaptation au changement climatique. Dans le fond, le consortium Uranos, là, qui est un consortium de chercheurs spécialisés là, au niveau des changements climatiques au Québec, ce qui nous disent qu'on peut s'attendre là au Québec avec des variations régionales, mais quand même, c'est grosso modo pendant la saison hivernale, un couvert de neige qui va être moins important, qui va durer moins longtemps aussi, plus de cycles de gel-dégel pendant l'hiver, plus de précipitations en hiver et au printemps, mais là, vous avez compris, ce sera pas de la neige, ce sera de la pluie. Fait que c'est plus de pluie. Fait que c'est sûr que, tu sais, puis c'est déjà des choses qu'on vit un peu, là, même s'il y a des variations annuelles. C'est sûr que ça veut dire que toutes les fosses qui sont pas couvertes, ben là, c'est encore plus d'eau qui vient diluer les lisiers dans la fosse, là. Fait que il peut y avoir une petite complication à ce niveau-là. Ça concerne pas l'agroforesterie, là, je le mentionne juste en passant. Par contre, ce qui concerne l'agroforesterie, c'est que y a bien des chances qu'on voit une augmentation des charges sur les toits. Là, vous dites c'est un peu contradictoire. Je viens de dire qu'il y aurait moins de neige. Il y en aura moins, mais elle sera comme plus collante. En fait, on s'attend vraiment qu'elle soit comme plus lourde. Fait que c'est l'enjeu du déneigement des bâtiments va comme rester puis même grossir. Fait que c'est si on est capable avec des haies brise-vent de diriger où ce qu'on met notre accumulation de neige, ben ça va être encore plus intéressant que par le passé. Au niveau de la saison estivale, on va vraiment avoir des canicules plus fréquentes, plus longues, plus chaudes, avec aussi plus de jours où que la température chute pas pendant la nuit, tu sais, que c'est vraiment des chaleurs qui persistent durant la nuit. Les pluies, on s'attend pas d'avoir moins de pluie, mais il y a bien des chances qu'elles soient plus concentrées avec, comme des épisodes de pluie plus extrêmes. Fait que c'est sûr que le stress thermique, c'est vraiment un enjeu qu'on s'attend de vivre davantage dans les élevages. Puis aussi, les conditions d'humidité dans les bâtiments, là, ça pourrait devenir un petit peu plus problématique. Donc, à ce moment-là, ben, tout ce qui s'appelle l'ombrage, que ce soit pour les bâtiments ou au pâturage, pour aller gagner quelques degrés de moins au niveau du bien-être animal, puis de tous les impacts de productivité ou de fertilité que ça peut avoir, ben, ça va être un bénéfice qui va vraiment s'accroître. On peut passer à la diapo suivante. Donc, en conclusion, là, je vous ai vraiment fait un petit wrap-up hyper rapide, là, mais c'est ce qu'on retient quand on regarde toutes les données de littérature au niveau des différents bénéfices puis des nombreux aménagements, c'est que quand même, souvent, les aménagements vont être multifonctionnels, évidemment. Mais c'est vraiment différent les effets qu'on peut avoir sur le microclimat, la quantité de neige accumulée ou les vents, etc. Ça va vraiment être différent, plus ou moins intense, puis sur plus ou moins une longue distance selon les caractéristiques des aménagements. Fait que c'est pas
anodin, là. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il existe plusieurs modèles, puis c'est pas pour rien qu'il existe des conseillers en agroforesterie. Là, c'est la même haie fera pas toutes. Faut quand même comme s'organiser en fonction de son objectif. Puis, ce qui compte aussi beaucoup, c'est la gestion qu'on en fait. Parce que c'est sûr que c'est n'importe quel aménagement qu'on vient jamais tailler, il va juste être de plus en plus dense, de plus en plus touffu. Puis là, à un moment donné, ça se peut qu'il soit comme trop dense pour nos objectifs. Fait que c'est un pensez-y bien, là, si ça nous paraît vraiment pas réaliste de venir faire de l'entretien là-dedans, ben ça peut se penser en amont dans le choix des espèces. Puis c'est vraiment ça qui va faire toute la différence sur le potentiel à atteindre les objectifs des aménagements, puis le plaisir qu'on va avoir à cohabiter avec au fil des ans. Ensuite, un autre point que j'ai trouvé, c'est que j'ai comme réalisé en faisant toutes ces lectures et rencontres-là, c'est que quand on se situe au pied des arbres, on voit quasiment toujours autant d'inconvénients que d'avantages. Là. Tu sais, si je suis au pied de ma haie, je suis comme, ouais, c'est vrai, j'ai moins de neige dans mes allées, mais j'ai quand même plus de travail à faire pour l'entretien. Il y a des pour puis des contre. Mais quand je me recule un peu à l'échelle de l'élevage, je suis comme, bon, j'ai moins de neige dans mes allées, puis j'ai comme une espèce de sécurité par rapport à la propagation des virus, puis j'ai une meilleure cohabitation avec mon voisinage parce que les odeurs s'étendent pas. Finalement, ça commence à valoir plus la peine, c'est d'aller comme entretenir les arbres. Puis si toutes les porcheries font ça à l'échelle du territoire, ben là, tous les avantages écologiques que j'ai pas abordés, ben c'est là qu'ils prennent vraiment tout leur sens en termes, c'est souvent les élevages ont quand même des grandes cultures aussi, fait que là, tout ce qui s'appelle émis naturels des ravageurs, infiltration de l'eau, microclimat favorable, etc. Ben, c'est vraiment à l'échelle d'un territoire qu'on commence à le percevoir. Fait que l'agroforesterie, c'est vraiment quelque chose qui prend tout son sens quand on dézoome. Puis c'est plus que ça se fait. Souvent, là, s'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. C'est pas parce qu'il y en a trop, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Moi, c'est ça que j'ai retenu. Puis enfin, pour finir, c'est sûr que l'arbre, là, c'est n'importe quoi que tu achètes. Tu achètes un essuie-tout qui se veut écologique, c'est un logo d'arbre qui est dessus. Là, c'est vraiment le symbole par excellence de l'engagement environnemental. C'est du soin du vivant. Fait que je pense qu'en termes de cohabitation harmonieuse, puis en termes d'image de la production porcine, auprès du voisinage puis du grand public, c'est vraiment un symbole fort qu'on peut envoyer d'installer des arbres sur les fermes porcines. Donc, on pourrait juste mettre la dernière diapo pour mes petits remerciements. Donc, je remercie mes collaborateurs qui ont beaucoup participé à ce cahier-là, dont André qui est ici avec nous, Catherine Mercier de ProConseil, Emmanuel Boulefroy du CERFO et Mathieu Duflos de l'Association française d'agroforesterie. Puis, étant donné que j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de lectures, mais là, je vous ai comme sélectionné un petit peu mon top 15 que je trouvais le plus pertinent pour les producteurs porcins. Fait qu'il y a tous des liens cliquables que vous pourrez retrouver dans le document. Et que ça met fin à ma présentation. On va pouvoir arrêter le partage, Camille. Et je vais laisser la place à André pour démarrer notre présentation sur le projet du clé beau rivage. Bonjour tout le monde, est-ce que vous voyez mon écran? Mais sans plus tarder, je vais Oui. commencer parce que j'ai quand même quelques diapos, comme d'habitude. Le plan de ma présentation, je vais parler de l'historique un peu de l'implantation de haies autour des bâtiments d'élevage porcin. Les bénéfices, même si Cécile elle vient d'en parler, elle vient d'en parler, je vais quand même revenir là-dessus un petit peu. Les freins à l'implantation, puis on va finir avec les critères qui gouvernent l'efficacité des haies. On a commencé, je dirais, dans le Bas-Saint-Laurent à planter des haies autour des bâtiments autour des années, à la fin des années 1990. Mais il y a un gros projet qui a été réalisé autour des bâtiments d'élevage porcin dans l'Est du Canada avec la Fédération de producteurs de porc du Québec puis le Conseil canadien du porc. Au total, on a donné 75 heures de formation à différents techniciens, ingénieurs, agronomes. On a établi 26 sites de démonstration. On a fait des fascicules, on a fait des CD-ROM. Vous voyez que c'est un vieux projet, CD-ROM, on ne parle plus de ça maintenant. Puis on a fait un site web. Euh, avance. Il y a eu 9 sites de démonstration, entre autres au Québec, 3 en Chaudière-Appalaches, 3 en Montérégie, puis 3 dans la Naudière.
On en a eu 17 aussi dans les Maritimes et en Ontario. Vous reconnaissez le pont de la Confédération ici, à l'île du Prince-Édouard. Puis ça, c'était dans le coin de Cambridge, pas loin au nord de Toronto. Euh, Pourquoi qu'on a fait ces sites-là à l'époque? On en a parlé tantôt, réduction des odeurs. On va revenir avec tous ces facteurs-là, mais plus en détail, si vous permettez. D'abord, au niveau des odeurs, il y a une étude qui a été faite par Chouanière visant à évaluer l'impact des haies brise-vents sur la réduction des odeurs. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de brise-vents assez gros, mais ce qu'on a décidé de faire avec Denis, avec M. Chouanière, c'est qu'on a fait un simulateur d'odeurs qu'on a déplacé à différentes distances de haies. Puis de l'autre côté des haies, on captait les odeurs dans des sacs. Puis aussi, il y avait des gens pour sniffer les odeurs. Là, il n'y avait rien de mieux que le nez humain. Puis on a pu déterminer l'impact des haies sur la réduction des odeurs. Fait que ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait une réduction de la longueur du panache des odeurs d'environ 23%, réduction de la surface du panache des odeurs de 33%, puis à l'intérieur du panache, on avait une augmentation de la dilution des odeurs par un facteur de 3,2. Ça, écoute, on s'attendait pas à ce que les haies allaient complètement couper les odeurs, mais de fait de cacher les bâtiments, ça avait un impact psychologique sur les gens qui vivaient en entour. Pourquoi que les les haies réussissent à briser les odeurs? Aux États-Unis, il y avait des écrans artificiels qui ont été installés pour dévier vers le haut la circulation d'air qui sortait des bâtiments. Puis ça s'est aperçu que ça avait eu un impact sensible sur la réduction des odeurs. Pourquoi ça se promène? Parce que les odeurs ont tendance à voyager au ras du sol. Si vous mettez un obstacle comme une haie, à ce moment-là, vous soulevez les odeurs dans les airs. Puis là, il y a une zone plus turbulente, puis vous allez avoir une meilleure dilution du panache des odeurs. Donc, c'est un principe relativement simple. Puis c'est ça qui explique en majorité pourquoi il y a une réduction des odeurs. Il y a également une interception et une absorption des poussières et des aérosols qui peuvent transporter les odeurs. Ça, on s'est aperçu que c'est les capacités des feuilles à retenir les particules est supérieure chez les feuilles rugueuses comparativement aux feuilles lisses. Les feuilles de forme complexe et dont le ratio circonférence sur surface est grand sont plus efficaces. Par conséquent, les conifères seraient meilleurs que les feuillus pour filtrer les poussières, d'autant plus qu'ils offrent une protection à l'année longue, sauf les mélèzes. Les coûts de chauffage, ça paraît pas, mais c'est assez important. On peut anticiper une réduction. Moi, je dis toujours environ 10% de réduction des coûts de chauffage. Ça fait c'est pas long à ce moment-là qu'on paye le brisement, la haie avec la réduction des coûts de chauffage. La réduction des coûts de déneigement, on en a bien parlé tantôt. Ce que je voudrais ajouter, c'est un exemple ici à Sainte-Louise, à peu près à 5 minutes de chez nous. Vous avez une porcherie ici. Puis mon producteur, il me disait, il dit, écoute, j'ai beaucoup moins de neige dans les accès de ventilation. Avant ça, je suis obligé de déblayer avec. C'était de l'ouvrage pas mal. Donc, non seulement on réduit les coûts de déneigement, mais on moins de neige dans les accès de ventilation. Dernièrement, j'ai fait un cas cet automne au Bas-Saint-Laurent face au Mont-Commis. On avait déjà une haie installée autour du bâtiment de Porcin, mais le chemin d'accès que vous voyez à droite ici, il se remplissait de neige, ce qui fait que les travailleurs, souvent, ils venaient travailler le matin et n'étaient pas capables de s'en retourner le soir. Fait que là, ils m'ont dit, André, il faut que tu nous installes une haie. Fait qu'on on a travaillé là-dessus, puis ça va se faire dans la prochaine année. La beauté des paysages, on n'en parlait pas beaucoup au début, mais c'est les gens, quand ça fait 20 ans qu'ils en ont une haie, ben, ils me disent, hey, ça, c'était vraiment super, j'avais pas pensé à ça, mais j'aime vraiment ça. J'en ai planté, je sais pas, je vous dirais une bonne cinquantaine autour des bâtiments d'élevage, puis il n'y a pas personne qui m'a demandé de les couper jusqu'à date. La biodiversité, ben ça, on en a parlé tantôt. On sait qu'on a pas amené de la biodiversité. Le CO2, c'est un facteur qu'on parle aussi, mais une étude qu'on a faite avec le CERFO, on s'est aperçu que les arbres pouvaient être séquestrés sur une base de 40 ans. Un arbre pouvait séquestrer jusqu'à 1,7 tonnes dans le cas des feuillus, conifères 1,5. Les peupliers hybrides en séquestrent plus parce ils font plus de masse de bois. Ça pousse plus vite, ça pousse assez haut aussi. Ce qui fait qu'une haie constituée d'une rangée comme ça, espacée aux 3 mètres, peut capter environ 500 tonnes de CO2 par kilomètre sur une période de 40 ans. Donc, c'est pas négligeable. Puis si on pouvait trouver le moyen de monnayer ça, ben, ça devient intéressant pour le propriétaire de l'entreprise. Récolte de bois, c'est pas arrivé souvent, mais ça, c'est une haie de chêne que j'ai plantée en 87, qu'on a récolté quelques chênes, puis le producteur il a fait des meubles avec ça. C'est intéressant pour ça. Les fruits, ben, il y en a qui me le demandent. J'en ai certains producteurs porcins qui m'ont demandé d'avoir des fruits autour des bâtiments.
Puis ici, dans ce cas-là, c'était des noix de noyer noir. Les freins, l'implantation d'arbres en bordure des bâtiments, ben, il y a la perte d'espace cultivable, nuisance aux opérations. Je vais toutes les reprendre un par un, si vous voulez. La perte d'espace, en fait, l'effet du brise-vent, c'est que près du brise-vent, vous avez une perte de rendement. Ça, c'est très visible parce que les arbres ont besoin d'eau puis ils font de l'ombre de chaque côté. Il y a toujours une perte de rendement. Euh, Cette perte d'espace cultivable et de rendement, elle peut être minimisée si on installe les haies le long de fossés, de cours d'eau, le long du chemin de ferme. Puis si on entretient comme il faut les haies, c'est-à-dire un désherbage pour éviter la présence d'espèces indésirables, élagage des branches qui avancent dans le champ, puis un choix de cultures qui peuvent tolérer de chaque côté des arbres la compétition. Je vous dirais qu'en bordure des bâtiments d'élevage, on a vraiment un problème d'un côté, c'est du côté du champ, mais généralement entre le bâtiment puis la haie, on cultive généralement pas. Les drains agricoles, les gens sont très, puis ils font bien de l'être aussi, concernés par ça, ça les inquiète. Vous avez des drains ici après rinçage, on voit les racines des arbres. On a fait une étude à l'Apocatière où est-ce qu'on a fait des tranchées pour, pour plusieurs haies. On a creusé à 2 à 6 puis à 9 mètres des haies. On a étudié 18 haies, dont 9 en sol léger, 9 en sol lourd, 3 genres, saules, arbustifs, épinette et peuplier. On a pris les extrêmes du qu'on pensait, peuplier, épinette. On a creusé avec une pépine. Puis, il y a un étudiant gradué qui a tout compté les racines. Puis on s'est aperçu, Pierre-Emmanuel Plante, c'était sa thèse de maîtrise, 67% des racines sont dans le premier 30 centimètres, si on s'y attendait. Les densités racines des saules et des épinettes étaient beaucoup inférieures à celles du peuplier. Puis à 9 mètres des arbres, on a observé des racines dans seulement 2 des 18 sites étudiés. Donc, suite à ça, on a fait des recommandations que pour tout nouveau système de drainage souterrain, on doit maintenir une distance minimale de 15 mètres entre un collecteur perforé et des végétaux lumineux. Bon. L'interférence avec les opérations culturelles, on en a parlé tantôt, c'est très important d'élaguer les branches basses qui s'étendent dans le champ cultivé. Donc, il y a moyen de venir à bout de cette préoccupation-là. Plus de travail pour l'entreprise, c'est un fait. Quand vous avez des haies, ben, il faut les entretenir. Mais il y a des gens qui sont très bons là-dedans, là, genre, qui peuvent très bien faire ça, puis ça peut être réalisé à forfait. Autrefois, l'entretien était subventionné par prime vert. Peut-être qu'un jour, ça va revenir, mais là ça ne l'est plus. Je suis trop vieux, j'entends souvent ça. Les gens disent, ah, moi, je ne verrai jamais le résultat de ça. Regardez des arbres plantés en une dizaine d'années, les résultats qu'on a ici dans le centre du Québec. Puis si on va dans Chaudière-Appalaches, Brisevent qui était planté autour d'une porcherie en 2004, puis regardez en 2012. Fait que moi, je vous dis qu'entre 5 et 10 ans, il y a moyen d'avoir des résultats. Fait que c'est très intéressant. Puis tantôt, euh, Marie-Christine va vous montrer encore plus évidemment cette possibilité d'avoir des résultats très rapides. La part de vermine ou de maladie, moi, j'ai pas reçu de plainte là, de la part de mes propriétaires autour ici, puis j'en ai plusieurs, puis si il me l'aurait dit s'il y avait eu de quoi. Mais peut-être que Simon pourrait nous en parler tantôt dans sa présentation. Les critères qui gouvernent l'efficacité des haies, ben, c'est relativement simple, c'est la densité, la hauteur, la longueur, l'orientation. Je vais surtout m'attarder aux trois premiers. Ça ici, vous avez une haie brise-vent qu'on installe. Où est-ce que je pointe avec ma souris. Puis vous avez le vent qui vient de la gauche. Il faut savoir que en avant de la haie, c'est-à-dire en amont de la haie, vous avez déjà une réduction de la vitesse du vent, OK, qui est sensible. On parle d'à peu près 35% une fois la hauteur en avant de la haie. Puis si vous avez un brise-vent très dense, ben, vous allez couper plus le vent, mais la protection est moins longue. Tandis qu'un brise-vent moyennement dense, voyez-vous, la réduction maximale est obtenue autour de 4 fois la hauteur. Donc, en très dense, à 2 fois la hauteur, on a la réduction maximale du vent, qui est en l'abscisse ici à peu près 80%. Moyennement dense, vous avez une moins forte réduction, mais à 4 fois la hauteur, puis la protection est sur une plus grande distance. Je vous dis ça. Comment on obtient ça? Ben, généralement, autour des bâtiments, on va planter de 1 à 3 rangées d'arbres, mais on cherche une porosité qui ressemble à peu près à ça, là. Ça, c'est moyennement dense à très dense. Pour trapper la neige, on vise un brise-vent aussi moyennement dense à dense. La hauteur minimale, c'est évident que, en supposant les conditions extrêmes pour trapper la neige, là, c'est 3,5 mètres de haut, là, on est correct. Donc, comme je disais tantôt, Cécile, le brise-vent arbustif va être correct pour trapper la neige avant les bâtiments. Cependant, si votre hauteur est plus grande, ben là, ça vous permet, vous allez enquêter plus encore de la neige, puis on peut réduire la distance minimale entre le bâtiment et la haie.
La longueur, ben, vous savez que non seulement le vent passe par-dessus la haie, mais il contourne la haie par ses extrémités. Donc, pour assurer une protection complète du bâtiment, ben, on fait dépasser la haie de 30 à 60 mètres. Ça ressemblerait un peu à ça ici. Vous avez la haie qui dépasse. On se garde une distance de 30 à 60 mètres pour que la neige se dépose. Puis au sud, généralement, on ne plantera pas d'arbres parce qu'on ne veut pas faire d'ombre. Puis il n'y en a pas nécessairement besoin. Mais comme disait tantôt Cécile, ça varie selon les situations. Donc, il faut adapter. Est-ce que c'est rentable? Ben, si on suppose une haie brise-vent de deux rangées longue de 600 mètres, là, c'est un cas de figure qui est assez fréquent. Des coûts de chauffage de 15 000 par an avec une réduction maximum. Des coûts de déneigement de 3 000 par an. Puis on pense qu'on est capable de réduire au maximum de 20%. La haie est localisée à 50% dans les champs et à 50% sur des terrains qui ne sont pas cultivés. L'implantation et l'entretien sont subventionnés à 70%, puis on a un taux d'actualisation de 4%. Qu'est-ce que ça donne avec notre simulateur qu'on a développé chez Biopterre? Ça nous donne ceci. On va récupérer notre investissement à 22 ans, puis, puis on va séquestrer là, le carbone, je ne le vois pas bien parce que j'ai 475 tonnes de carbone avec ce système-là. Si on ajoute l'aspect, justement, on donne un 20 la tonne aux producteurs, aux propriétaires pour le carbone séquestré, ben là, on vient de réduire le délai de récupération qui passe de 22 à 1 an. Donc, c'est assez intéressant. Si on ajoute la réduction de la transmission de pathogènes, un nouveau critère dont Simon va nous parler, ben là, il n'y a pas de doute sur l'intérêt des haies autour des bâtiments d'élevage porcin. En conclusion, il y a plusieurs raisons qui justifient l'implantation de haies autour des bâtiments porcins. C'est un investissement qui est rentable, puis ça pousse beaucoup plus vite qu'on pense. Sur ça, je vous remercie. Donc, bonjour tout le monde, Simon Vaillancourt, vétérinaire. Je vais vous présenter l'impact des haies sur la santé des élevages porcins. Donc, le plan de la présentation, on va commencer par la description des maladies du côté de la production porcine, l'impact économique de ces dernières, la transmission des maladies, le contrôle des maladies et l'aérosol et les haies brisantes. Oh, pardon. Donc, les maladies porcines. Donc, ce qu'il faut Simon, savoir. excuse-moi, avant que tu ailles plus loin, on a un commentaire comme quoi on t'entend pas très fort. Es-tu capable de parler un peu plus fort ou de te rapprocher de ton micro, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je vais essayer de parler plus fort, désolé. Merci. Donc, du côté des maladies porcines, donc ce qu'on sait, c'est qu'au fil des années, il y a plusieurs maladies importantes qui ont été identifiées dans le cheptel porcin. Et malheureusement, ben, tous les 5 à 10 ans, on a une nouvelle maladie d'importance là, du côté de la production. Certains pathogènes étaient présents que l'on va découvrir. Donc, c'était vraiment plus là, du côté des débuts de la production porcine, comme par exemple pour le mycoplasma idiopneumoniae. Certains pathogènes qui se modifient et qui deviennent plus sévères. Donc, par exemple, le circovirus et le SRRP. Puis, il y a certains aussi pathogènes qui vont provenir de d'autres espèces animales, des zoonoses. Donc, on parle ici là, principalement de l'influenza. Puis aussi, ben, chacun de ces maladies-là va avoir un impact économique qui va être variable. Si on commence donc du côté des maladies, la pneumonie enzootique, causée par une bactérie, le Mycoplasma idiopneumoniae, identifiée dans les années 60, donc en 65 pour la première fois, cause des problématiques de toux, pneumonie, retard de croissance et des mortalités plus importantes. Une autre maladie qui était présente, la pleuropneumonie porcine, mieux connue pour l'hémophilus, hein, son vieux nom de l'époque, causée par une bactérie, donc Actinobacillus pleuropneumoniae, identifiée en 70. Du côté du Québec, là, était présent là, dans les runs de porcelet. Donc à l'époque, pour remplir un engraissement de 5 à 800 places, ben, on avait besoin de 15 à 25 sources différentes là, de porcelet. Différents sérotypes ont été identifiés dans le temps, donc le sérotype 1, 5, 6, 7 et 8. Le sérotype 1 a été éradiqué là, fin des années 70 là, du Québec. Problématique occasionnée par la pleuropneumonie, pompage, mortalité, retard de croissance. Le syndrome reproducteur et respiratoire porcin, mieux connu dans ses premiers temps pour la maladie mystérieuse, avant qu'on découvre
le virus qui était présent associé à cette maladie-là, ou l'acronyme, donc le SRRP. Maladie virale de la famille des artériviridae, donc un virus à ARN, qui a fait son apparition au Québec au début des années 90. Donc, lorsqu'on a eu des tests sanguins pouvant vérifier les niveaux d'anticorps, on s'est rendu compte que même dans les banques des années 65-70, la maladie était déjà présente, mais probablement moins virulente, moins problématique, tout simplement. Maternité, les problématiques associées au SRRP, donc des réductions de la consommation des truies, fièvre et mortalité, problématiques d'avortement chez les truies, augmentation des morts-nés, des momifiés, porcelets faibles à la naissance et virémiques, une augmentation de la mortalité naissance au sevrage et des porcelets de moins belle qualité au sevrage. Du côté des pouponnières et des engraissements, donc le bal continue, problème de fièvre, baisse de consommation, des problèmes respiratoires sévères, donc des pneumonies, de la dyspnée, des augmentations des mortalités, des euthanasies, donc problématiques de dépérissement, ulcère d'estomac, et des retards de croissance. Pour le syndrome de dépérissement post-sevrage, donc connu aussi sur son nom plus court, donc la circovirose, le circovirus, le virus qui est associé à cette maladie-là. Du côté du Québec, la problématique est apparue depuis le début de l'an 2000. Les problèmes sévères en ferme qu'on a rencontrés, donc problématiques de dépérissement, dyspnée, pompage, diarrhée, retard de croissance. La mortalité, on a eu des problématiques là, de 25 à 50% de mortalité dans les débuts de la maladie, avant qu'on ait les vaccins qui étaient présents. Puis des problématiques aussi là, de momifier chez les cochettes en gestation. Une autre maladie, donc la grippe porcine influenza causée par le virus de l'influenza A. Donc, lorsque j'ai commencé à pratiquer fin des années 90, on avait seulement l'influenza classique, le H1N1, qui a plus fait son apparition là, avant les années 70. Mais malheureusement, on a vu l'apparition de d'autres virus, d'autres différents virus d'influenza. Donc, le H3N2 a fait son apparition environ autour des années 2005. Le P-H1N1, donc l'influenza pandémique en 2009. Le H1N2 aux environs des années 2015. Puis maintenant, on a vu l'apparition de la nouvelle souche H3N2 clade 2010.1 qui se trouve être un human-like qui est arrivé du côté du Québec là, fin 2024. Donc, ce qu'il faut savoir, ben, il y a une transmission entre espèces. Donc, même le H3N2 clade 2010.1, c'est un human-like, donc il a fait son apparition du côté des humains en premier. La même chose pour le P-H1N1. Donc, c'est des maladies malheureusement qui sont transmissibles du porc à l'humain et de l'humain au porc. On pense même que les premiers cas porcins sont des cas humains de contamination vers le porc. Problématique dans tous les stades de production, donc occasionne des problèmes, des toux très sévères, de la dyspnée, du pompage, fièvre, des écoulements nasaux, des avortements à cause de la forte fièvre et des problématiques aussi de mortalité à cause de l'édème pulmonaire très sévère. Donc, d'autres maladies qui sont présentes, diarrhée épidémique porcine delta coronavirus. Donc, on parle vraiment de maladies virales associées à un coronavirus. On a eu nos premiers cas du côté du Québec, comme pour la DEP en 2014, nos premiers cas. Pour le delta coronavirus en 2018. Ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné le nombre de cas qui était limité, la détection rapide, on a réussi à redevenir négatif à ces maladies-là. Donc, le dernier épisode qu'on a eu de delta coronavirus porcin était au printemps 2025, des engraissements. On a réussi à les ramener négatifs donc depuis novembre 2025. Il nous reste actuellement un cas actif, là, DEP, delta coronavirus, du côté de la Montérégie, dans une petite ferme, mais la situation semble être en voie là, de résolution. Donc, c'est des maladies qui sont présentes dans tous les stades de production. Ces virus-là vont affecter principalement de façon très sévère les porcelets à la mamelle, donc occasionner des problématiques de diarrhée abondante, donc beaucoup de déshydratation et de mortalité associée.
Du côté du DEP, donc c'est vraiment le virus qui est le plus sévère du côté des porcellets à la mamelle. Donc, il va occasionner de 80 à 100% de morbidité et de mortalité sur un 6 à 8 semaines. Le Delta coronavirus porcin, lui, va avoir des mortalités et morbidités plus faibles, donc plus de l'ordre d'un 10 à 30% sur un 6 à 8 semaines. Si on regarde du côté des porcelets en pouponnière ou des porcs d'engraissement, les mortalités vont être moins présentes, moins problématiques si on a une absence de d'autres infections. Si par contre, vos élevages sont en prise avec des problématiques du côté E. coli ou salmonelle, c'est une inflammation du système digestif qui va être présente, donc elle va être accentuée par les autres pathogènes, tout simplement. Mais sinon, ça peut être très anodin. On a eu des cas cliniques où est-ce que le vendredi, l'employé qui travaille la semaine, aucune problématique. Durant la fin de semaine, l'employé de fin de semaine dénote un 80% de problématiques de diarrhée, puis le retour de l'employé sur la semaine, le lundi, aucun signe clinique. Donc, c'est des choses là, qui peuvent se résoudre rapidement du côté des pouponnières et des engraissements. Problématique d'anorexie, diarrhée, quelques vomissements. Du côté des adultes, aussi, problématique d'anorexie, vomissements, diarrhée, et aussi de la mortalité qui peut être possible du côté des animaux adultes. Donc, on a parlé de maladies. Maintenant, on va associer des coûts. Donc, on va regarder là, les principaux agents respiratoires qu'on a, puis leur mettre un impact économique. Il y a eu une étude qui était un travail de rétrospection qui a été fait par le docteur Charles Surprenant, présenté à la KINAC en 2010. Je vous dirais que les chiffres qu'on a actuellement sont pas mal semblables à ceux-là. Donc, différentes études qui ont été vérifiées, validées, en plus des chiffres là, du groupe F-MENAR. Donc, c'était vraiment des systèmes soit en DPOP-RIPOP, des avant ou après contamination, ou des comparaisons entre des systèmes négatifs et des systèmes positifs pour le SRRP. Donc, si on regarde l'impact économique du SRRP, donc, tout le monde arrive là, à des chiffres semblables. Donc, c'est la chose qui est hyper intéressante. Donc, le coût par truie est évalué entre 43 et 60 dollars par truie pour un coût moyen d'environ 53 dollars. Le coût par porc vendu, ramené aussi avec la productivité de l'époque. Donc, on parle de 2 dollars à 2,75 $ pour un 2,5 $ environ en moyenne par perte en porc vendu pour la maternité. Du côté des pouponnières, on est plus autour du 2 à 6 dollars en fonction de la gravité de la maladie, du virus présent. Donc, un 4,30 $ pour la moyenne. Et du côté des finitions, donc on parle d'un impact économique là, entre 7,20 $ et 8,40 $ pour des porcs en finition, ce qui nous amène à un coût total moyen par porc vendu d'environ 15 $ dans cette étude. Si on regarde cette autre étude un petit peu plus récente, où est-ce qu'on regarde vraiment pour différentes maladies la différence des pertes par tête par rapport à la base, à la moyenne. Donc, si on regarde pour les différentes maladies, le mycoplasme semble être moins problématique dans cette étude, donc un 63 sous en perte par tête. Le SRRP, donc 5,57 $, on parle vraiment des chiffres d'engraissement pour celui-là, donc semblable à l'étude précédente. L'influenza, 3,23 $. Puis pour les combinaisons, c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas seulement une addition des coûts, hein, comme par exemple la combinaison Mycoplasme SRRP, donc ce n'est pas une addition pour donner 6,20 $, c'est vraiment une synergie, donc une multiplication des effets adverses de ces maladies. Donc, on parle de 9,69 $ pour combinaison SRRP Mycoplasme. La combinaison SRRP influenza, on est rendu à 10,41 $ et non pas 8,80 $. Et pour la combinaison influenza mycoplasme, 10,12 $ au lieu de 3,86 $. Donc, on voit vraiment qu'il y a des synergies entre ces différentes maladies. Pour ce qui est de la transmission des maladies, entre les fermes, la contamination des fermes, donc ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est
Ce qui est le plus néfaste pour un porc, c'est un autre porc. Donc, la transmission directe, hein, problématique porc, semence, embryon, donc tout ce qui va rentrer à l'intérieur de la ferme qui est vivant. Sinon, on a aussi des transmissions qui vont être indirectes, donc des problèmes du côté du transport des porcs, personnel et visiteurs, vermines, insectes, oiseaux, équipement, matériel, fourniture, outils, eau, aliments, litière, fumier et lisier, les cadavres et déchets, les aérosols. Donc, c'est sûr que quand on met en place un programme de biosécurité, on essaie de travailler tous ces éléments-là pour être capable d'éviter l'entrée des maladies, la perte de statut du système de production. Donc, le contrôle des maladies à la ferme. Donc, c'est sûr que la biosécurité va demeurer la principale pour être capable de contrôler les différents agents qui vont se propager à l'intérieur de la ferme. Donc, l'objectif est vraiment de maintenir des statuts au niveau santé. Hein. Donc, tous les éléments qui ont trait à toutes les possibilités de transmission vont être travaillés à l'intérieur de la biosécurité. La régie d'élevage, donc on a eu une très grande évolution depuis le début de ma pratique. Donc on a vu l'apparition vraiment du tout plein tout vide, tant du côté des pouponnières, des engraissements, puis là même on est rendu du côté des porcelets en mise bas et aussi du côté des sites de production. Donc on a vraiment travaillé pour être capable de maximiser notre tout plein tout vide, pour vraiment faire des coupures du côté de nos cycles infectieux. On l'a associé aussi avec une amélioration du côté de nos protocoles de nettoyage, lavage, désinfection, séchage, pour être capable de maximiser notre efficacité, couper les cycles de maladies le plus possible. On a travaillé à l'époque avec le sevrage précoce, en 1995, donc des sevrages 2 à 4 fois par semaine pour être capable de maintenir des âges entre 14 et 18 jours d'âge maximum. Donc, on avait des études à ce moment-là qui nous permettaient de dire qu'on allait éradiquer les maladies. Hein. On parlait d'éradication SRRP, mycoplasme, pleuropneumonie, mais on s'est rendu compte malheureusement qu'avec le temps, ces animaux-là étaient quand même contaminants. On a vu l'évolution du côté des bandes. Hein. On est passé de vendre à la semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines et demie. L'objectif du passage aux bandes était vraiment d'augmenter la taille des groupes de porcelets pour maximiser les tout pleins tout vides du côté des pouponnières, des engraissements, maximiser les performances même pour des fermes de plus petite taille. Donc, on travaille aussi du côté du programme de vaccination, donc pour être capable de donner de l'immunité aux animaux, de l'immunité pour maximiser notre efficacité, la médication préventive pour être capable de travailler. On est dans un contexte de réduction des antibiotiques, donc on essaie de travailler, maximiser l'utilisation des protocoles de vaccination et de la régie. Et puis c'est sûr que dans un contexte de maladie, il y a donc une fois qu'il faut aussi faire des éradications de certaines de ces maladies-là à l'intérieur de nos systèmes. Donc des DPOP, REPOP, donc on parle de tout plein tout vide en engraissement, donc c'en est un, qu'on va faire des fois toutes les 20 semaines. Sinon, du côté aussi des maternités, des naisseurs-finisseurs, on peut dépeupler 100% de la ferme et la repeupler. Sinon, il y a d'autres protocoles d'éradication qui vont être des fermetures de troupeaux, des expositions naturelles, pour vraiment s'assurer qu'on est capable d'éliminer les maladies de nos systèmes de production. L'aérosol, oui, il fait partie des risques de contamination. Donc, en haut, ici, ce qu'on voit, c'est 2 engraissements, 2000 places d'engraissement. Puis lorsque les conditions atmosphériques sont favorables, on peut visualiser les cônes d'air qui vont diffuser. Donc, on voit un premier cône de diffusion au bout de la flèche qui va se rendre jusqu'aux autres engraissements, puis un autre cône qui se rend aux autres engraissements. Donc, on a vraiment le visuel de l'aérosol. Il y a eu un gros débat concernant l'aérosol, la transmission par aérosol. Est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai? Donc, dans le International Pig Litter du mois de février 2000 jusqu'au mois de mai 2000, il y a eu des débats, principalement 2 vétérinaires.
du côté québécois, donc le docteur Robert Desrosiers, donc un vétérinaire émérite du Québec, qui, dans le fond, dans toutes ses revues littérature, nous ramenait tout simplement à savoir est-ce que la transmission par aérosol des maladies, est-ce que c'est possible ou non? Et puis lui, dans le fond, ben, il défendait la thèse que oui, c'était possible à cette époque-là déjà, février 2000. Puis du côté des États-Unis, le principal bouc émissaire qui essayait de ramener Robert à l'ordre, qui ne croyait pas à ça, ben, c'était le docteur Scott D, qui à cette époque était le vétérinaire responsable du Swine Disease Eradication Center du côté des États-Unis. Puis lui, dans le fond, ben, le docteur D, ce qu'il disait tout simplement, c'est que dans tous les modèles de contamination aérosol qu'il avait fait, donc des cochons contaminés, des cochons négatifs dans une autre pièce, avec un tuyau entre les deux, il ne réussissait pas à transférer le virus pour contaminer ces cochons négatifs. Sauf qu'un jour, ben, il a changé la souche de virus présente dans son contaminant, puis il a réussi à démontrer lui aussi que l'aérosol était possible du côté des contaminations. Donc, ça l'a pris de mémoire là, fin 2000, début 2001, avant que le docteur D soit d'accord avec la transmission par aérosol. Donc, le contrôle des aérosols, bon, c'est sûr que quand on parle de contrôle, on peut aussi parler du côté du positionnement des maternités, donc placer les maternités dans des zones à très faible densité porcine, avec de très grandes distances des voisins. Donc, c'est sûr que pour les nouvelles constructions, c'est des choses qui sont pensables et possibles. Pour les constructions, déjà présentes, on peut penser à la filtration de l'air. Donc, deux systèmes actuels qui sont présents. Système en pression négative. Donc, on parle vraiment de filtration installée sur l'entrée d'air et on aspire l'air à travers les filtres. Donc, ça prend des bâtiments étanches, des constructions récentes. C'est sûr que l'impact négatif de cette technique-là, c'est vraiment le fait que lorsqu'on ouvre les portes, bien, on va créer une entrée d'air. Donc, une entrée d'air non filtrée. Donc, c'est un dossier qui est plus délicat. Les systèmes en pression positive, ben, c'est l'inverse. Où est-ce que le ventilateur va pousser l'air à l'intérieur du bâtiment dans un filtre? Puis, donc, lorsqu'on va ouvrir une porte, il va y avoir une sortie d'air. Donc, c'est des systèmes qui sont plus adéquats, je vous dirais, pour l'utilisation humaine. Donc, ça évite les erreurs s'il y a du personnel qui rouvre une porte. Par contre, ces deux systèmes-là, c'est des systèmes qui sont très coûteux, malheureusement. L'autre possibilité, comme on mentionne depuis le début de la présentation, donc les haies brise-vent, pour vraiment réduire la transmission des pathogènes de ferme en ferme. Donc, dans la littérature, la docteure Arruda, du côté des États-Unis, a fait une étude là, entre 2009 et 2016 qui comprenait dans le fond 706 maternités participantes. Puis elle a suivi les quantités de contamination SRRP. Donc, dans l'un des paramètres qu'elle a regardé, donc la couverture au sol, elle a regardé, vérifié quel type d'aménagement qu'il y avait autour de ces fermes-là. Donc, il y avait principalement de la culture qui était autour des fermes, donc soit du maïs, du soya, du blé. Il y avait des possibilités arbres avec couverture herbacée, donc plus des arbustes, pardon, arbres feuilles conifères, donc plus du mix, puis arbres avec des feuilles larges. Puis on en est revenu à la conclusion qu'on avait dans le fond une réduction du ratio de contamination de 40%. Donc si du côté de la référence, on était à une contamination par 2 ans pour le SRRP, dans le groupe de feuilles larges, on était rendu à une contamination par 5 ans par le SRRP. Donc une amélioration du côté de la maladie, de la contamination, pardon, par l'aérosol. Donc, les maladies transmises par aérosol, donc dans celles que je vous ai présentées tout à l'heure, ce ne sont pas toutes celles-là qui sont problématiques. Donc, du côté de l'aérosol, ce qui est bien reconnu, la pneumonie enzootique, le SRRP, l'influenza, la grippe porcine et la DEP, qui sont vraiment classées comme étant des maladies par aérosol. Donc, en conclusion, malheureusement, on est toujours du côté de la production porcine avec l'apparition de nouvelles maladies.
Les coûts associés à ces maladies-là sont variables. Le contrôle des pathogènes en ferme va demeurer la clé, hein. Donc, on se plaît à dire que les producteurs porcins sont toujours condamnés à l'excellence, hein, pour maximiser les performances et les profits. Donc, c'est sûr qu'une excellente biosécurité pour prévenir l'introduction des pathogènes demeure la base. La régie d'élevage et les protocoles pour maximiser le contrôle. Donc, si vous avez des clients, des producteurs que vous connaissez qui veulent transférer du côté bien-être animal, il faut parler aussi de DIPA-PRIPA pour améliorer la santé, ou sinon de repositionnement des élevages ou de changement de régie. Donc, ça fait partie des éléments à penser pour 2029 bien-être animal. Et aussi, ben, l'ajout et l'installation d'abrisement pour le contrôle des aérosols. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Simon, je me permettrais peut-être une petite question de compréhension Oui, sur l'étude américaine que tu as présentée quand tu dis que quand il y a des arbres avec des feuilles larges dans les alentours du site, on est rendu à 40%. Là, si notre témoin, c'est 100%, là, on est à 40%. C'est 40% de quoi? D'occurrence de détection de la maladie dans le site, oui, de dans le fond, perte, c'est de vraiment symptômes, la baisse de la contamination, tout simplement donc d'élevage. Donc, du le fait nombre, d'avoir eu mettons, des outbreaks de SRHT à d'animaux l'intérieur de infectés. l'élevage. Donc, la OK. référence, si on parle d'une contamination par 2 ans, donc si on, c'est ça, une contamination par 2 ans, donc on a un facteur de 0,4 OK. de ratio, donc on tombe à une contamination de cet élevage maternité-là une fois par 5 ans. OK. D'éclosion au sein de l'élevage. Exact. Parfait. Merci. Par rapport à ça, je pourrais-tu intervenir? J'ai parlé avec le docteur Arruda parce que, tu sais, par rapport à ses résultats, il semblait qu'avec les feuillus, il y avait plus de réduction qu'avec les conifères. Je sais pas si vous voyez dans le tableau, là, mais elle me dit que c'était pas significatif la différence. Ouais, ben c'est ça, il n'y a pas une très grande différence dans Ouais, c'est l'étude ça. Elle me dit, faites-en pas, c'est pas significatif au point de vue statistique. pour Fait que ça, l'installation. parce que je l'avais appelé parce que ça me fatiguait un peu cette affaire-là, de voir que par rapport à ce qu'on disait, ce qu'on a dit tantôt dans ma présentation, là. Mais non, c'est ça. Elle dit, c'est pas significatif. Ce qui OK. était significatif, c'est la différence entre pas de couvert et un couvert, là. OK. Bon point. Merci, André, pour la précision. Donc, on serait rendu à laisser la parole à Michel cette fois-ci. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour cette participation. Mon plan de présentation, je vous parle rapidement début du projet, la mobilisation professionnelle et évidemment le déploiement. Avant de commencer, mon nom c'est Michel Mercier. Moi, je suis diplômé de l'ITA La Pocatière et j'ai vraiment le privilège d'être coordonnateur clé, d'être co-coordonnateur parce que je fais le travail aussi avec Valérie dans le groupe Santé porcine Clé-Beau-Rivage, qui est un comité quand même qui est hyper dynamique. Le début du projet, moi, dans ma vie professionnelle, j'essaie de toujours d'avoir un temps de repos qui se situe entre Noël et le jour de l'an. Et ce repos-là, j'essaie d'avoir un décrochage où j'empile les réflexions et j'empile aussi quelques lectures. Donc, je ne prends pas des lectures de fondement scientifique pur, mais vraiment de recherche là, qui peut agrémenter un petit peu mon travail. Et cet hiver-là, j'avais lu La vie secrète des arbres, qu'on entendait souvent parler sur les réseaux européens. C'est un ingénieur allemand, ingénieur forestier allemand, que lui, dans son livre, ce qu'il dit à sa lecture, ben, qu'un kilomètre carré végétal, ça peut retenir 7000 tonnes par kilomètre carré. Quand on met ça en rendement à l'hectare, c'est 70 tonnes à l'hectare comme rendement. C'est quand même très bon en poussière. Quand on pense, ben, si on remet ça peut-être en tonnes à l'heure pour les plus vieux, on est peut-être à 25-30 tonnes à l'heure. C'est énorme. C'est énorme quand on dit qu'un maïs va peut-être pogner 5-7 tonnes. Euh, fait que ça a amené des interrogations. Et toujours à la lecture du livre, l'auteur nous dit bon, ben, les arbres ont une capacité de se protéger. Ils ont des propriétés bactéricides et fongicides.
La définition de phytoncide était nouvelle pour moi à ce moment-là. Et ben, j'étais toujours comme dans un coordonnateur clé, je me dis, ben, j'essaie de faire des liens, voir si on n'était pas capable de pousser la réflexion un petit peu plus loin. Puis, toujours dans le document, dans le livre, euh, il avance que l'air d'une forêt de jeunes pins est rendu presque stérile par l'action des phytoncides. C'est ce que lui avance, puis que les arbres peuvent désaffecter leur environnement. Fait que ça revient un petit peu en lien avec ce que Simon disait, ben, soyons, assurons-nous que notre environnement soit propre et faisons cheminer cette réflexion-là. Fait que moi, j'arrive à mon clé. Il faut comprendre que c'est un comité clé qui est hyper dynamique, hyper ouvert. Je l'arrive un petit peu avec les lectures que j'ai. Présentement, on comprend très, très, très bien le dynamisme. Mais il y a quelques années, on le comprenait moins. Et ça a pris quelques rencontres pour comprendre l'implication. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut quand même documenter? On a quelques petites notions pour comprendre que nous, on travaille plus en production animale, on ne travaille pas nécessairement en agroforesterie. On ne comprend pas toutes les implications des haies brisants. Bref, j'ai eu un mandat pour discussion avec le MAPAC. MAPAC qui nous dit, ben oui, on connaît ce principe-là, oui, on vous supporte dans notre démarche. Fait que nous, on a vraiment commencé par le support du MAPAC qui était vraiment dans notre dossier très, 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 très porteur et a apporté des rencontres interdisciplinaires où est-ce que lorsque Clé-Bourrival a été prêt à mettre ça en place, ben, il a fallu avertir les autres intervenants, les autres vétérinaires, les autres agronomes, ben, où est-ce qu'on s'en allait parce que c'était vraiment nouveau, là. Et à cette rencontre-là, on s'est rendu compte qu'on devait répondre à des questions, mais au contraire, ça apportait plus de questions que de réponses. Fait que, il a fallu répondre, bon, comprendre les sources de contamination, tout ce qui est aérosol. Euh, bon, mais à ce moment-là, ça nous prenait un spécialiste pour ça, avoir des notions de rétention de particules, parce que moi, j'arrivais avec des notions de rétention de particules, mais je ne suis pas un spécialiste de rétention de particules. Puis quand on parle aussi de l'implantation, toute la logistique, toute la science d'implantation, puis de bâtir un plan, ben, on comprend que nous, à l'interne, euh, ben, chez MMC, comme consultant, on ne l'a pas, puis même au niveau du clé, on n'a pas toutes ces notions-là. Fait que donc, on est obligé d'asseoir à une même table trois sciences, vraiment trois sciences complémentaires que, ben, trois sciences au niveau universitaire. Donc, c'est des gens qui comprennent très, très bien ce qu'ils font, sont capables de comprendre en partie ce que l'autre professionnel font. Et j'ose dire qu'on a créé un protocole très précis, mais c'est presque une nouvelle science où est-ce qu'on a pris le meilleur des trois pour arriver avec un protocole qui protège nos élevages sous forme de brisants. Moi, comme rôle comme coordonnateur ou mon rôle ou Valérie, ben moi, j'accompagne. J'accompagne le producteur, je mobilise la région dans un plan de réalisation de ce programme-là, de notre vision, de notre compréhension. Fait qu'au niveau de coordonnateur, je rencontre le producteur, je l'informe du projet. Je l'informe donc, c'est quoi le potentiel, c'est quoi les implications, c'est comment qu'on peut le travailler. Et je l'informe aussi qu'on a un agronome chargé, en dehors du sien, il faut comprendre que chaque producteur a son agronome, mais là, un petit peu, là, on a un agronome qui s'occupe uniquement chez nous des brisants. Fait que non, il n'est pas là pour remplacer ton agronome, il est là pour t'aider dans la lutte pour la santé. J'informe le producteur aussi. Attention, l'agronome, il faut qu'elle ait accès à ton vétérinaire. Il faut qu'elle puisse savoir d'où viennent tes contaminations. Il faut voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de plus valorisant pour ton entreprise. Et ce même agronome-là, cette même agronome-là, ben, va discuter avec un ingénieur forestier pour implémenter, pour valider toute la démarche. Mais là, on avertit le producteur, mais évidemment, tu as une valeur ajoutée. Ce n'est pas une lignée d'arbres, tu as une valeur ajoutée. Fait que le protocole amène la valeur ajoutée. Pour bien comprendre la valeur ajoutée, les premières haies qu'on a fait, le producteur m'appelle. Le producteur m'appelle, dit, viens voir, je ne suis pas sûr que j'ai compris ou je ne suis pas sûr que vous avez compris. Ah, ben, peut-être, ça se peut qu'on se trompe, on n'est pas à l'abri de ça. Il dit, garde ce sapin-là. Il dit, ça n'a pas rapport là. Attends un petit peu, là. Le sapin, là, c'est parce que Simon, ton vétérinaire, se souvient que tu étais contaminé par ton voisin. Fait que tu es mis là pour Simon.
pour protéger ton élevage. Puis là, le professeur dit, ah, Simon, on se souvient de ça. Oui, Simon s'en souvient. Ton directeur financier aussi s'en souvient quand tu étais contaminé. Ça, c'est clair, là. Tu sais, c'est pas sans impact. On continue le voilà, mais ce petit arbuste-là, il sert à quoi? Mais ce petit arbuste-là, c'est pour Marie-Christine, celle qui l'a mis là, parce que ton sol est tellement graveleux qu'il va supporter le système racinaire de tes autres arbres pour être sûr qu'ils ont assez d'eau. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, il faut prendre le temps d'expliquer aux producteurs qu'est-ce qui se passe. Ouais, mais ce grand fouette-là, ce grand fouette-là, ça, c'est André, là. C'est André qui a pris soin de s'assurer que des particules virales passent par-dessus ton bâtiment. Oui. Fait que, puis j'ai dit, écoute, moi, je suis payé à l'heure. Je peux prendre le temps pour chaque arbre si tu veux. Ça ne me dérange pas, là. Mais chaque arbre a son histoire, chaque arbre a son rôle. Fait que moi, ce que je dis à nos producteurs, ben, chaque haie a son histoire. Fait que pourquoi qu'on a bâti un protocole? Ben, bâti un protocole, c'est simple, c'est pour qu'il soit respecté. C'est pas d'implanter à tout vent, c'est le cas de dire, d'implanter un brisant pour planter un haie brisant. Non, il y a un protocole. Il y a trois sciences qui s'impliquent dans la création de cette œuvre-là. Puis lorsqu'on respecte le protocole, ben, tu respectes la valeur ajoutée de ton haie brisant. Tu additionnes trois sciences à ta haie. Et lorsque tu respectes ta valeur ajoutée, ben, tu respectes l'histoire que chaque arbre va porter. Et ça, c'est super important. Parce que chaque arbre a son historique, chaque arbre va agir vraiment dans un but très, très, très précis. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un professeur en agroforesterie extraordinaire, où est-ce qu'il nous dit que respecter l'histoire que porte chaque arbre, ben, en fait, c'est respecter ses racines agricoles. Fait que la brise-vent autour de vos bâtiments, c'est vraiment une histoire de racines. Ça serait tout pour moi. Et quand on s'était rendu à l'intervention de Marie-Christine? Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien puis vous voyez bien le diaporama? Oui, Oui. parfait. Alors, Ouais. alors c'est ça. Moi, je vais vous parler là, de l'implantation des haies brise-vent dans le cadre du projet là, de Clébeau Rivage. Donc, moi, bon, le plan de ma présentation, je vais vous expliquer quel était mon rôle. Je vais vous présenter les modèles qu'on a proposés aux entreprises agricoles. On va parler d'un exemple concret, le premier qu'on a réalisé dans le cadre de Clébeau Rivage. Puis aussi, je vais vous parler d'entretien des aménagements parce que c'est important. André l'a mentionné aussi, Cécile aussi. Alors moi, je vais vous en reparler. Donc, moi, quand j'ai débuté mes premiers aménagements de Hébrisvent, c'était en 2004. C'est l'année, en fait, où André était venu faire de la formation en Chaudière-Appalaches auprès des conseillers agricoles. Puis, donc, j'en ai profité. Puis, depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté d'en faire. Et puis, les premières demandes venaient des producteurs porcins. Donc, ce qu'il voulait, c'était avoir des arbres pour cacher fosses et bâtiments, dans le but aussi de diminuer les odeurs, puis d'embellir le site. Puis ça, ben, ça a eu un effet vraiment considérable là, pour la cohabitation avec le voisinage. À ce moment-là, tu sais, on parlait pas là, il y en avait des virus, là, des maladies porcines, mais on parlait pas vraiment de haies brise-vent là, pour contrôler. Fait que, donc, moi, mon rôle, c'était vraiment de mettre en place les projets. Mais avant de les mettre en place, il y a quand même quelques petites étapes. La première, c'était quand Michel, son équipe, me donnait tu sais, une liste de producteurs à rencontrer. Ben, avant de prendre contact avec eux, ben, moi, je prenais le temps là, de regarder le lieu d'élevage où il était situé, de regarder les, euh, les cartes d'indice de risque. L'équipe de Michel Mercier me donnait, j'en discutais avec le vétérinaire. Donc, je faisais un petit schéma, tu sais, je faisais une évaluation du projet, j'en parlais aussi avec André. Question d'être prête là, avant de rencontrer le propriétaire.
Puis ensuite, ben, c'est la visite des fermes, je discute avec le propriétaire. J'ai toujours, idéalement, c'est d'avoir plus qu'un scénario, ou en tout cas d'en discuter avec le producteur, parce que ça ne veut pas dire qu'il va accepter le premier scénario qu'on va lui présenter. Euh, Ensuite, c'est la proposition d'aménagement, on rediscute, bon, puis on finalise le projet. Fait que, au final, c'est vraiment un travail de collaboration, tu sais, puis Michel en parlait justement, c'est exactement ça. Fait que avec, avec le vétérinaire, avec André, puis avec le producteur. Fait qu'on on vous a dit tout à l'heure, tu sais, que André en a parlé, le virus se propage principalement l'hiver, puis on sait que les conifères sont meilleurs pour filtrer des poussières. Alors, sachant cela, ben, il faut mettre des conifères. Donc, ce que je proposais aux producteurs agricoles, s'ils avaient l'emplacement, c'était de mettre deux rangées de conifères. Donc, deux rangées, donc on proposait de mettre 50% de conifères avec 50% d'épinettes avec deux autres conifères, soit mélèze, cèdre, pin. C'est comme ici, on a l'alternance épinette, mélèze, épinette, pin, épinette, mélèze, épinette, cèdre, espacé aux 3 mètres. Si on recule avant 2018, le programme Prime Vert là, du MAPAC, là, pour lequel les producteurs peuvent avoir une subvention, ben, il était possible de mettre juste une essence. Fait que souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait une rangée d'épinettes. Tu sais. On faisait ça régulièrement. Là, on demande là, d'avoir au moins 3 genres par rangée là, pour avoir plus de diversité si jamais il advenait des maladies ou des insectes pour un des arbres. Puis, fait que donc, c'est ça. Fait que, puis sinon, ben, si on n'a pas l'espacement, tu sais, pour deux rangées, ben, une rangée, c'est tout à fait correct. L'idée d'avoir deux rangées, ben, c'est qu'à court terme, on vient, en mettant les arbres en quinconce, on vient boucher le trou. Fait qu'à court terme, c'est bien, mais au final, une rangée, c'est très bien, une rangée de conifères. Puis sinon, ben, il y en a qui vont peut-être choisir de mettre une rangée de conifères et une rangée d'arbres feuillus. Avec les conifères, ben, le même arrangement que je parlais tout à l'heure. Puis les arbres feuillus, ben, on peut alterner avec des arbustes. Donc, ça fait les arbres feuillus poussent plus vite, les arbustes aussi, ça amène plus de diversité, plus de couleurs. Alors, donc, certains là, préfèrent ça peut-être au niveau esthétique, là. Fait que c'est très bien aussi. Je vous montre quelques aménagements qui ont été faits dans le passé, là, avant le projet Clé-Beau Rivage. Donc, tu sais, je vous disais qu'il était possible là, de mettre là, une rangée de conifères, là, une rangée d'épinettes. Là, donc, souvent, j'alternais épinettes blanches, épinettes de Norvège. Là. Fait que ça, on voyait ça régulièrement. Ici, on a. Fait que c'est toutes des entreprises porcines. Un autre aménagement avec deux rangées, une rangée d'épinettes, une rangée d'arbres feuillus. Ici, ici, c'est un site où on avait vraiment une grosse problématique d'odeur, puis on avait l'espace, donc on a mis deux rangées d'épinettes puis une rangée de mélèzes. Le mélèze face au vent dominant, il pousse très vite. Ici, trois rangées encore, une rangée de mélèzes, une rangée d'épinettes au centre, puis une rangée d'arbres feuillus du côté des bâtiments. Fait que si j'ai indiqué que ça avait été pris en 2010. Puis si on regarde 11 ans plus tard, la vue de côté, qu'est-ce que ça donne? Fait que ça pousse quand même vite, les arbres. Ici, je vous présente vraiment le premier cas, là, c'est qu'on avait proposé, puis qui avait été discuté avec, je pense que c'était avec Simon, là, en tout cas un des vétérinaires, puis avec André. Donc, c'est un aménagement qui a été fait sur l'entreprise qui s'appelle Ferme FEM et Fils à Saint-Narcisse, voyons, dans le Binière. Alors, je vous montre la photo aérienne. Vous voyez ici l'emplacement là, du lieu d'élevage. Là, pourquoi je vous montre ça? C'était pour qu'on visualise ensemble un petit peu l'emplacement des boisés. Euh,
Fait que, tu sais, en fait, si on regarde, tu sais, si on dit les vents dominants arrivent de l'ouest, ben, tu sais, on voit que quand même, le premier boisé est à 1600 mètres. C'est quand même loin, tu sais. Alors, il y a de la protection, mais les arbres sont loin un peu. Euh, je vous parlais des cartes d'indices de risque, là, tout à l'heure. Que l'équipe de Clébo Rivage me fournissait, puis je discutais avec le vétérinaire. Donc, dans ce cas-ci, la ferme FEM, elle est ici au centre. Puis on est capable de voir le nombre d'entreprises porcines. Donc, tous les petits ronds orange et verts, c'est des entreprises porcines, maternité ou engraissement. Donc, le premier cercle, c'est 1 mètre, 1 kilomètre là, de la haie. Fait qu'on voit qu'on a 3 entreprises porcines. Euh, à 3 kilomètres, on a 21 entreprises porcines, puis à 5 kilomètres, on en a 47 pour ce lieu d'élevage-là en question, Ferme FEM. Fait que c'est beaucoup d'entreprises porcines qui sont autour du bâtiment. Puis, tu sais, l'objectif, tu sais, dans le fond, quand je discute avec le vétérinaire, je ne l'ai pas dit, mais c'est de, c'est discuter, savoir est-ce qu'il y a déjà eu des épisodes de maladie, d'où ça venait, est-ce qu'il y a un côté en particulier, tu sais, on doit protéger davantage. Dans ce cas-ci, il y avait lieu de protéger tous les côtés. Alors, voici l'aménagement qui a été proposé. En jaune, là, ce sont les haies qui ont été proposées en 2000. On était en 2021 à ce moment-là. Faut dire que l'entreprise avait déjà aménagé une haie. On avait fait ça ensemble en 2006. Puis son objectif, c'était de contrôler l'accumulation de neige. Cécile, André en a parlé tout à l'heure. Alors, on avait de la neige là, qui s'accumulait sur le bâtiment, ça nuisait à la ventilation. Alors, on a mis une rangée de conifères côté du vent dominant, l'extérieur, puis à l'intérieur, on a mis une rangée d'arbres feuillus en alternance avec les arbustes, en se disant, les arbustes vont pousser vite, ils vont ramasser la neige plus rapidement. Donc, la nouvelle haie vient vraiment fermer tous les côtés, tu sais, puis vient vraiment encadrer la- entourer finalement le lieu d'élevage. Les lignes rouges, ce sont les lignes de l'eau. Donc, on a essayé on a évidemment des distances à respecter. André en a parlé tout à l'heure. On ne veut pas non plus que les haies fassent en sorte que la neige s'accumule sur le bâtiment. Alors, des distances à respecter. On ne veut pas trop perdre d'espace en culture. Alors, ici, la haie 1, on a longé le cours d'eau. Haie 2 également. Haie 3, on a longé le chemin de ferme. Puis haie 4, on vient fermer ici parce que la maison du propriétaire, là, elle est ici. Alors, on voulait venir faire un écran. Fait que l'entreprise, le propriétaire avait beaucoup aimé son premier aménagement en 2006. Donc, puis on avait l'espace donc il avait accepté de mettre 2 rangées de végétaux. Puis il voulait encore le même système, c'est-à-dire une rangée avec uniquement des conifères, puis une rangée uniquement avec des arbres feuillus. Fait que les conifères, ben là, plutôt que mettre juste des épinettes, on a alterné. Puis aussi, bien, on n'avait pas le choix, là, parce que pour avoir accès à la subvention, ça faisait partie des critères. Fait que donc, on avait épinette, mélèze, épinette cèdre. Pour les arbres feuillus, on avait une alternance chêne, érable, tilleul qui était disposée aux 4 mètres. Puis comme il avait bien aimé aussi l'aménagement avec des arbustes, ben, on a mis aussi des arbustes entre. Fait on a mis plus de diversité. Fait que pour la haie là, aménagée en 2021, on avait un projet de 799 mètres qui comportait 335 arbres et arbustes. Je vous montre quelques photos parce que ça parle toujours beaucoup plus quand on présente les photos. Fait que ça, c'est la première haie en 2006 au niveau de l'implantation. 3 ans plus tard, fait que vous voyez là, l'alternance épinette blanche, Norvège, puis ici les arbres feuillus. Les arbres feuillus, on avait chêne rouge, chêne à gros fruits, frêne blanc. Fait que on avait puis on avait aussi les arbustes là, en intercalaire.
Fait que la diversité, je vous disais, c'est important, là, d'autant plus que là, bon, du frêne, on n'en plante plus à cause de la grippe du frêne, là, l'insecte qui fait mourir les arbres. Là. Pour l'instant, les arbres sont encore en santé, mais bon, s'il les perd, ben, il perd 50% de ses arbres feuillus. Fait que de là l'importance. 10 ans après l'implantation, on voit ce que ça donne. Vous voyez peut-être pas, là, mais en tout cas, ici, on voit que les conifères, là, les arbres feuillus ont poussé beaucoup plus vite, hein, tu sais, évidemment, c'est ce qui se passe toujours. Puis les conifères, on les voit ici, là, sont pas encore à même hauteur. Donc, 14 ans plus tard, du côté des arbres feuillus, ici, côté conifères, on voit que les conifères ont rejoint les arbres feuillus. Fait que là, on est 14 ans après. Euh, Et puis, on avait mesuré les arbres en 2024, puis question de voir la croissance des épinettes. Puis on pouvait voir qu'en 19 ans, les épinettes avaient 15 mètres de hauteur. Donc, ça veut dire 0,78 mètres par année. Fait que c'est quand même pas si mal. Mais au début, il faut s'attendre, la croissance là, des arbres, là, quand ils sont jeunes, est de 30 centimètres par année. Fait que ça démarre lentement, tu sais, puis après 3 4 ans, là, ça commence à pousser. Ici, c'est le projet de 2021, là, le dernier projet. Alors, l'année de l'implantation, 3 ans plus tard. Fait que vous voyez, tu sais, on avait alterné là, avec du cèdre puis du mélèze. Fait que c'est quand même encourageant. Le cèdre mélèze pousse beaucoup plus vite, puis les arbres feuillus aussi. Fait que c'est important d'amener d'avoir le plus de diversité possible. Puis le producteur, il le souhaitait aussi. Donc, je vous parle un peu des coûts. Alors, en fait, je voulais pas vous présenter les coûts du projet, le dernier projet, parce que ça fait déjà 5 ans. Puis, il y a beaucoup de choses qui changent. Les coûts d'implantation sont plus les mêmes. La subvention non plus, puis elle va encore changer cette année. Donc, c'est ça. Puis les coûts sont très variables d'un aménagement à l'autre. Puis ça dépend de l'espacement entre les plants. Tu sais, est-ce que si les végétaux sont distancés d'1,5 mètre ou 4 mètres, bien évidemment, il y a beaucoup plus d'arbres, ça coûte plus cher. Puis les coûts aussi, c'est variable selon le pourcentage de financement accordé par le prime vert. Mais je peux quand même vous donner une petite idée de ce que ça a coûté aux entreprises agricoles, en tout cas pour les entreprises que j'ai suivies, à qui j'ai fait des projets. En 2025, ceux qui ont bénéficié de la subvention, ça a coûté entre 2 et 4 dollars du mètre linéaire. S'ils n'avaient pas obtenu de subvention, ça aurait coûté entre 15 et 22 dollars du mètre linéaire. Fait que ça vaut la peine de profiter du programme de financement. Je vous parle un petit peu de l'entretien des haies. Tu sais, il y a beaucoup de travaux qui peuvent être offerts aux entreprises à forfait. Tu sais, le plan d'aménagement, l'achat des arbres, tu sais, le déroulage, l'implantation. Mais il y a quand même quelques tâches là, qui reviennent aux producteurs parce que, bon, c'est embêtant là, de leur proposer, de leur offrir ce service-là à forfait. Donc, ben, l'irrigation, justement, c'en est un. Il faut s'attendre quand on fait un plan d'aménagement là, qu'il va y avoir un petit peu de travail à faire pour garder la haie là, en santé. Fait que, tu sais, irrigation, ça, moi, j'ai commencé à faire ça à partir de 2020. Avant ça, là, c'était pas nécessaire, mais à partir de 2020, vraiment, on avait vraiment des problèmes de sécheresse et puis c'était obligatoire, il fallait le faire, là, surtout la première année, en tout cas, puis tout de suite après la plantation, dépendamment de la sécheresse, du type de sol. Il y a la fauche aussi des mauvaises herbes. Tu sais, tantôt, je n'ai pas vraiment expliqué, mais tu sais, vous avez vu qu'on plante sur paillis de plastique. Et puis, fait que la première étape, on déroule le paillis. Puis avant de planter l'arbre, ben, on fait une ouverture dans le plastique, on plante l'arbre. Puis pour venir refermer ce trou-là, on vient mettre un petit carré de plastique qu'on appelle une collerette. Puis ça vient empêcher là, la compétition des mauvaises herbes. Alors ça, c'est parfait, mais sinon, de chaque côté du pays, il faut quand même faire la fauche, idéalement 2 à 3 fois par année, jusqu'à temps que finalement, là, que les mauvaises herbes fassent plus compétition.
aux végétaux. L'installation de protecteurs, arrongeurs et cervidés, ben, ça, on les installe au besoin selon la présence de ces animaux-là, puis on le fait au moment de la plantation des arbres. Le remplacement des plants morts, Cécile en parlait tout à l'heure, ben, tu sais, l'année suivant la plantation, c'est bien de faire un suivi euh, pour remplacer les arbres, éviter que des trouées, puis en profiter aussi pour voir est-ce que les arbres, pour quelles raisons les arbres sont morts. Par exemple, si il y a un arbre qui est mort, puis on est dans petite zone un peu humide, ben, peut-être qu'il y aurait lieu de changer le type d'arbre là, pour un arbre qui va mieux tolérer les conditions humides. La taille de formation, moi, je recommande de le faire l'année suivant la plantation, à tous les ans, c'est jusqu'à peu près que l'arbre a 5 mètres de haut. Donc, moi, je l'offre la taille, je forme les producteurs, puis d'une année à l'autre, je leur offre à nouveau. Fait que des fois, il y en a qui me disent, ah, j'aimerais ça continuer à le refaire avec toi. Fait que c'est encourageant de le faire à deux, puis c'est agréable aussi à faire. Alors ça, c'est important. On fait la taille pour avoir des arbres qui sont bien droits et solides. Pour ce qui est des lagages, ben, c'est les branches du bas, tu sais, c'est important de le faire aussi, là, pas tout, habituellement, c'est pas les premières années, à moins que c'est des arbres qui ont une croissance très rapide, mais c'est pour supprimer les branches basses, là, qui vont nuire au passage de la machinerie. Fait que, en tout cas, de faire un suivi à chaque année ou à chaque 2 ans, là, c'est important. Fait que quelques photos de taille avant, après. Euh, c'est ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais tu sais, au niveau de la mortalité, ben, en tout cas, en général, il y a toujours moins de 10% de mortalité. Ici, là, c'est un micocoulier ici qui avait été planté. C'est une naissance sa première année que je le plantais en 2020. Ça pousse très vite. Ça fait beaucoup de branches. Mais tu sais, on peut plus mettre de frein. Des fois, on aime ça avoir des arbres qui ont une croissance plus rapide. En tout cas, fait que c'est bien d'essayer, là, des végétaux, là, qu'on pense qui vont bien, s'implanter dans notre région. Puis en conclusion, eh bien, tu sais, André en a parlé tout à l'heure, tu sais, les brise-vents chez les entreprises porcines contribuent à renforcer la biosécurité des fermes, mais peuvent aussi répondre à d'autres besoins, diminuer les odeurs, diminuer les coûts de chauffage, l'érosion, la dérive des pesticides, augmenter les rendements, contrôler l'accumulation de neige, embellir la ferme, augmenter la biodiversité, améliorer la cohabitation. Donc, je le répète, mais tu sais, ça peut servir à tout ça. Évidemment, il faut choisir aussi les bonnes essences, les bonnes densités et tout. Il faut profiter aussi des projets qui peuvent être qui ont accès à la subvention du MAPAC. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est des projets quand même qui sont rapides à réaliser. À partir du moment de la première visite jusqu'à la plantation, ben tu sais, ça peut se faire en 6 mois, dans 6 mois et 1 an. Fait que c'est quand même assez rapide. Puis aussi, ben, tu sais, je finis aussi en disant que au fil des années, on a acquis une belle expertise, tu sais, à côtoyer d'autres experts là, qui travaillent en agroforesterie, groupe Pro Conseil avec Cécile, André Vizina, euh, le Cerfo avec Emmanuel et Victor. Fait que, tu sais, ça nous fait avancer, puis ça nous permet d'offrir un meilleur service. Euh, on a aussi, on travaille avec des professionnels qui offrent le déroulage, la plantation. Fait que quand on a une équipe comme ça qui revient d'année après année, ben, si on a une équipe plus solide, puis on est en mesure d'offrir des meilleurs services. Puis nos modèles, ben, je dirais, s'améliorent toujours. On a plus de diversité de végétaux. Alors, ça se termine avec ça. Je vous remercie beaucoup. Je vais enlever mon partage. Merci Marie-Christine, puis merci à tous pour vos partages d'expériences complémentaires. Alors, il nous reste un bon un quart d'heure en fin de compte là pour une période de questions. Et il y en a pas qui sont apparus dans le chat pendant la présentation, mais dans le fond, si jamais les gens veulent y aller en levant la main, on peut les adresser aussi directement, là. OK.
Il y a quelqu'un qui demande quelle est la taille des végétaux plantés en gallons ou PFD. J'imagine que la question va peut-être à Marie-Christine avec les aménagements que tu as présentés. Ben moi, je préfère planter des pots de 1 gallon. Donc, les épinettes peut-être ont peut-être 20, je dirais peut-être 30 centimètres. Les arbres feuillus sont un petit peu plus hauts. Si je pense, si en général, surtout aux alentours des bâtiments. Tu sais, ils veulent tous avoir une croissance. Tous les producteurs veulent avoir des arbres qui vont croître très rapidement. Mais j'évite de planter des arbres plus gros là, qu'1 gallon. Là, tu sais, c'est plus de travail. Là, tu sais, euh, puis sinon, ben, tu sais, ben là, on n'est plus autour des bâtiments, là, mais il m'arrive de planter des arbres plus petits là, qui ont des croissances rapides. Comme le mélèze, ben, il y a pas de problème. Ça, je le planterai en petit format, là, euh, je mélange toujours PFD, en PFD. Ça, c'est très bien aussi, là. Ça, j'hésite pas là, pour ce qui est des végétaux, des arbustes qui ont une croissance plus rapide, là. On pourrait dire aussi qu'on en a déjà planté des plus gros. On a fait des essais avec des arbres plus gros, mais qu'au bout du compte, là, souvent, ça coûte plus cher, des arbres plus gros. C'est plus long à s'adapter aussi. Donc, finalement, nos petits arbres, souvent, pour un prix beaucoup moins cher, rattrapent des fois les plus grands, là. Mm. Et donc, avec ta question, ton commentaire, André, tant que tu as la parole. Alors, ma question, moi, ça s'adresse à notre ami à Simon, puis à Michel. Est-ce que vous avez noté, vous, que chez les porcheries entourées d'arbres, dans votre région, une incidence moindre de maladies SSRP? Mais je vous dirais dans le fond qu'il y a certains sites qui sont entourés d'arbres qui, oui, vont avoir une amélioration, moins grande fréquence de contamination. Ce qu'on voit par contre, puis c'est toujours le bout qui est toujours délicat, c'est qu'il y a des contaminations qui ne sont pas des contaminations aérosols, donc qui vont malheureusement survenir dans des dossiers où est-ce que le bâtiment est entouré d'arbres. On a j'ai un site entre autres, là, un site de pouponnière qui est terriblement bien positionné, mais le virus entre avec les porcelets lors du sevrage suite à des breaks de maternité. Donc on voit un peu là, les revers, mais ça n'a pas de lien avec le dossier des haies, mais principalement parce que le contaminant rentre avec les porcelaines, tout simplement. Merci. Moi, j'ai une petite question complémentaire par rapport à ça, là. Tant que- le temps que ça arrive dans le chat, justement aussi pour Simon. Là, je crois comprendre que vous êtes quand même généralement capable de déterminer c'est quoi l'origine de la contamination. Fait que je me demandais, est-ce que dans les membres des clés, il y a un aspect recherche et développement. Est-ce que, tu sais, vous avez des indicateurs de suivi pour voir l'efficacité des différentes mesures de biosécurité mises en œuvre, dont les haies brisements? La Ou on problématique, part du principe que ça peut être que bon, puis tu sais, on les met au cas où. ben, honnêtement, dans le fond, Cécile, on ne va pas se compter de mentir que non, malheureusement, c'est pas tous les cas qu'on peut être sûr à 100%. Les cas qu'on est sûr à 100%, c'est potentiellement ceux qui arrivent avec les animaux. Hein. Donc, une maternité contaminée, qu'on rate les porcelets, une problématique de contamination sur le transport, ces choses-là. Donc, c'est là où est-ce qu'on va être vraiment en mesure de déterminer à 100% la contamination. Il n'y a aucune fois, par contre, qu'on va avoir un différentiel possible du côté des contaminations. Aérosol, biosécurité, transport, ces choses-là. Mais la certitude à 100%, non. Puis malheureusement, il y a certains dossiers qui se creusent encore la tête, puis qu'on en arrive à des causes un petit peu inconnues. Donc, de pouvoir déterminer des statistiques claires et précises, faire du R&D, faire des vérifications à l'intérieur des clés, malheureusement, non, on n'en a pas fait actuellement. On pourrait vérifier avec Michel si ça serait quelque chose de possible et pensable, mais il y a beaucoup de facteurs du côté des contaminations où est-ce qu'on pourrait là, vérifier, valider pour voir si on, peut vraiment là, aller chercher des statistiques là, de ce côté-là.
Donc, il y aurait de la place là pour un projet de recherche québécois si on voulait aller chercher des données comme le tableau que tu as montré qui venait des États-Unis. Oui, Si oui. jamais il y a des étudiants qui cherchent un projet de thèse ou de maîtrise dans l'assistance, voilà. On a une nouvelle question dans le chat. Ça s'adresse à André ou Marie-Christine. Cécile. C'est plus sur les pratiques de plantation. Oui, Michel, voulais-tu répondre à la même question que Simon avant qu'on change? Effectivement, juste en complément OK, de réponse, vas-y. présentement, le Clébourivage, on peut le dire, on est en réflexion pour une modélisation de diffusion de particules dans la zone. OK? En tout cas, moi, mes attentes là-dessus, en fonction, bon, de la pluie, en fonction des données météorologiques, direction des vents, en fonction des couvertures végétales sur l'ensemble de la zone, euh, possiblement, moi, je m'attends d'avoir un chiffre. OK? Un chiffre qui soit bon ou pas, ça me donne un chiffre, un numérique. Par contre, ici, je rajoute les haies, ben, possiblement que je sois capable d'avoir un différentiel sur une modélisation. OK? C'est très, très, très théorique, mais ça peut nous donner un impact, une incidence ou une prévalence qui va répondre à tes questions. Super initiative, merci pour le complément. Ouais, ben, Donc, il y avait une autre. ouais, la question ici, est-ce que les haies sont toujours plantées sur pays plastique? En fait, il y a on a des tests actuellement avec des pays bio, ben, compostables, là, qui sont en cours, là, qu'on essaye. On a déjà essayé avec du bois raméal fragmenté, mais le bois raméal fragmenté, ça demande énormément de pétrole pour faire ça. Si vous comparez la quantité de pétrole qui est mise en cause quand tu as un brisement de 600 mètres de long, puis il faut que tu en répètes à tous les 2 3 ans. Il faut se poser la question sur qu'est-ce qui est le plus écologique entre du bois raméal fragmenté puis du papier Mhm. plastique traditionnel. Moi, j'ai certaines réserves par rapport à ça, compte tenu de la quantité de pétrole qui est nécessaire pour faire le bois raméal fragmenté. Puis ça en prend Et beaucoup. là, c'est au niveau de Bioptère, les essais de plastique Oui, on l'a biodégradable? fait avec Biopter, puis avec une firme qui s'appelle, je oublie son nom malheureusement, là, mais on a testé deux types de pays plastiques biodégradables. Puis on a des bons résultats jusqu'à maintenant. Mais c'est ça. Est-ce Et que que ça va être diffusé d'ici combien de temps, ces résultats-là? ben, euh, il y en a qui a déjà été diffusé. On avait remis le rapport à Annie Goudreau, MAPAC, euh, pour voir. Tu sais, c'est ça. C'est parce que le composante du pays plastique biodégradable, elle change un petit peu d'année en année. Ça fait que c'est difficile actuellement. Moi, je teste une étude qui dure depuis 4 ans, 3 ans. Puis là, j'en ai un nouveau que j'ai testé cette année. Alors, mais ça semble prometteur, mais c'est beaucoup plus cher. 2 à 3 fois plus cher. Oui, en recherche et développement permanente depuis maintenant 40 ans. Merci. Il y a une autre question ici pour Simon. Oui, Simon, il y a quelqu'un qui demande si l'introduction involontaire de porcelets sevrés porteurs du SSRP, est-ce que à ce moment-là, le fait d'avoir des arbres autour de la porcherie, ça change le risque pour les fermes voisines? Donc, en fait, je comprends, une fois qu'il y a un site qui est infecté, est-ce que ça réduit le risque que ça se propage aux voisins? Oui, exactement. Exactement. Dans le fond, parce que là, le virus, surtout dans ce dossier-là, où est-ce qu'on est vraiment là, en plein milieu d'une forêt, oui, on va réduire les possibilités de contamination tout simplement. Puis c'est sûr que entre les porcelets, suite au sevrage, jusqu'à peut-être une douzaine de semaines post-sevrage, c'est là que les niveaux de charge virale vont être les plus importants. Donc, quand on parle d'un système plus bande aux 4 semaines avec une durée de pouponnière de 7 semaines, donc c'est sûr que pendant le temps qu'ils sont du côté des poignards, les charges virales vont avoir le temps de baisser du côté des animaux, puis oui, on limite là, la propagation des virus au système environnant. Merci. Michel, tu peux compléter? En complément avec Simon, Simon, tu peux peut-être m'aider au raisonnement, là, toujours pour répondre à Tommy Claude. Pour juste la paroisse de Saint-Narcisse en 2011-2012, le CDPQ avait évalué nos pertes financières des entreprises porcines de l'ordre de 1 à 2 millions. Sous forme latente, c'est 1 million, mais quand ça brasse, c'est environ 2 millions.
Euh, donc, c'est nos pertes en zone SRP positive. Et ma compréhension, Simon, tu me valideras, ben, si tout le monde se clôture, font des bioconfinements, des haies brise-vent, ben, j'aurais l'impression qu'on pourrait diminuer cet indice-là de 0,65, là. Un peu comme Madame Arruda, excuse, le prône, là. Fait que de 2 millions, on pourrait passer quelques 400, 500 000, 600 000, là. Pot- ben, potentiellement, oui. Si dans le fond, les données théoriques des élevages américains se répercutent du côté, dans le fond, québécois, c'est sûr qu'il faudrait peut-être juste revoir par rapport aux élevages américains la densité, où est-ce que ces systèmes-là sont, les distances entre les fermes, voir s'il n'y aurait pas un impact là, qui pourrait être différent. Mais oui, par rapport aux chiffres théoriques, on pourrait, oui, s'attendre à quelque chose du genre, oui. Ça fait une superbe transition avec la question que je m'apprêtais à vous poser, Michel ou Simon. Euh, Étant donné qu'il semble y avoir un intérêt quand même territorial à ce que le plus de fermes possible se protègent de cette manière-là pour limiter la transmission d'un site à l'autre, je me demandais, est-ce que la structure des clés, le fait d'avoir des petites structures collectives comme ça, régionales, pour se pencher sur ces enjeux-là, ça a eu un effet d'entraînement collectif? Est-ce que ça a permis comme d'augmenter considérablement le nombre de sites aménagés dans votre secteur ou Michel, veux-tu prendre la question, hein? Euh, Effectivement, présentement, il faut comprendre que la mise en place des haies, du bioconfinement, là, c'est vraiment une question de leadership, là. C'est de prendre la pôle, d'aller voir les producteurs un par un, les convaincre, puis leur montrer le mouvement. Parce que généralement, lorsqu'on leur présente ce projet-là, ils me disent souvent, ben, surtout en zone clé Bourrival, ben, est-ce que mon voisin fait ça? Je dis, non seulement ton voisin le fait, mais il le fait, oui, pour te protéger aussi. Et ça, c'est des cas réels, là. Où est-ce que le producteur est responsable de son environnement et veut quand même protéger son voisin? Mais par contre, ça prend un certain minimum de leadership, un certain minimum de préparation, de momentum, là. Ça, c'est clair. Et juste concernant, toujours pour Saint-Narcisse, de mémoire, quand je l'avais calculé, on sauvait, si on mettait des haies brisantes partout sur nos routes, ne serait-ce que d'un seul côté, on sauverait 10% de notre budget de déneigement, en plus de limiter les diffusions de maladies. Puis on parle juste porcin, mais on parle aussi de l'avicole. On le laitier un petit peu moins, mais quand même, ça serait important de se poser la question. Et en plus, avec l'approvisionnement des nappes phréatiques, on va pouvoir se préoccuper dans quelques années comment on fait pour retenir l'eau des précipitations soudaines. Ben, je pense que les haies brisants peuvent en être une solution de zone tampon pour être sûr que j'ai assez d'eau dans ma nappe phréatique, là. En tout cas, c'est un questionnement. Je pense qu'on est juste au début du bioconfinement des élevages tel qu'on le prône, là. André demande, vous en avez planté combien? Combien de Excuse-moi. sites aménagés? Combien de sites aménagés depuis le début de cette On a fait une initiative grosse avec le clé offense. Très, brûlage? très, très bonne question. Écoute, c'est peut-être Valérie, je ne sais pas si Valérie est en onde, là, qui pourrait nous dire, ou Marie-Christine. Oui, je suis en train de compiler. En fait, il y avait 13,6 kilomètres. Puis, puis à peu près 8 000 végétaux. Donc, le nombre d'entreprises, là, je l'ai pas exactement devant moi. Que quand même, en l'espace de 2, 3 ans, Moi, de de deux. 2021 à 2023. Ouais. Est-ce que vous encourageriez d'autres clés à adopter cette approche? Ben, on peut pas faire, à ma compréhension, on peut pas faire autrement. Puis moindrement que c'est des densités animales fortes, on n'a pas le choix. En tout cas, ma compréhension n'est pas le choix. Et là, on parle juste porcin, mais si on arrive dans l'aviaire avec les grippes aviaires ou peu importe ce qu'eux ont, ben, autrement, je ne vois, sincèrement, je ne vois pas comment qu'on peut faire autrement que ça.
On arrive à la fin de notre temps. Je me permettrai peut-être de prendre la dernière question qui est apparue dans le chat. Ça va être une question pour André. Là, on change de contexte complètement. On parle de porc au pâturage. André, tu connais-tu des types de protection assez résistants pour protéger les arbres des cochons au pâturage? Ah, il faudrait ouvrir ton micro, s'il te plaît. Ouais, Camille, ce qu'on fait généralement au pâturage, il y a différentes façons. Des fois, on va planter les arbres en rangée. Là, on peut les protéger avec un fil électrique. Puis sinon, si c'est des protections, on les plante dans le champ, ben là, c'est des protections individuelles. Puis il existe effectivement des protections pour résister au porc. Mais là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais si tu veux en avoir plus, on se rappellera. Mais ça existe, là. Il y a pas, ça se fait en Europe, ça se fait partout, là. Il y a des systèmes maison avec des. Donc, on t'en reviendra de manière individuelle, Camille. Donc, ça conclut notre webinaire pour aujourd'hui. À Laurie qui demande est-ce que cette formation sera accréditée par l'Ordre des agronomes. On n'a pas fait la démarche pour que ce soit dans le menu déroulant de ASIO, mais dans le fond, ça fait quelques années que ça existe plus, là, ce système de nombre d'heures de formation accréditées ou non accréditées. Fait que tu peux tout à fait le comptabiliser dans tes heures de formation continue. C'est juste qu'il va falloir l'entrer manuellement. Il ne sera pas dans le menu déroulant par défaut. Donc, merci à tous pour votre écoute. Merci à nos conférenciers pour le partage de leur expertise complémentaire. Souvent, les producteurs de porc sont aussi des producteurs de grandes cultures. Donc, si vous voulez avoir de l'information sur ce volet-là aussi, le prochain webinaire consacré à l'agroforesterie et la grande culture, c'est jeudi 26 février. Donc, on se revoit à ce moment-là. Bonne journée à